oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our fate. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Benjamin, Bonjour. re-bienvenue au Frenchcast. Bienvenue, merci de me recevoir. Tu es un de mes invités préférés. C'est qui le premier? Je sais pas si je peux mettre... ça peut être toi. Je sais pas si je peux mettre un bon ordre, parce que c'est juste à chaque fois qu'on... Oublie le podcast, à chaque fois qu'on parle, c'est fascinant, je suis heureux. Tu as toujours quelque chose de pertinent à discuter. Pareillement, j'avais bien hâte aussi, ouais. Ouais, puis ça fait longtemps. Ça fait depuis octobre, je pense qu'on n'a pas parlé. Toi, tu es occupé. Ce temps-ci, particulièrement, ouais. Moi aussi. Je dis pas que je suis pas occupé, mais de différentes choses. Travailles-tu sur une nouvelle... C'est ça l'affaire. À chaque fois que je suis occupé, le monde me dit « T'as rien sorti depuis 4 mois. » Puis effectivement, c'est pour ça. Moi, j'ai vraiment eu un down, pour être très sincère avec toi, là, qui est rentré à peu près au tournant de l'année, de novembre, décembre, que j'avais l'impression que ça allait nulle part. Puis si tu regardes ma dernière vidéo, ça remonte à ça, c'est début décembre, 5, 10 décembre, je ne sais plus c'est quoi la livraison. Parce que... pas que j'avais pas de fun à le faire, j'adore le faire, j'ai beaucoup de plaisir à faire 7 jours sur Terre, puis je vais toujours avoir du fun à le faire. J'avais l'impression que c'était futile, j'avais l'impression que ça allait nulle part. L'impression que j'en aurais fait 20 000 autres de même. Ça change rien. Tu veux dire que ça change rien quand on parle des personnes, comme leur perception? La progression de la marque, de la progression du produit, Okay. De l'avancement du projet. J'avais l'impression de plafonner, j'avais l'impression que... Chez YouTube au Québec, on accote dans le plafond. Là. Tout le monde, on a les racines qui tapent dans le pot, je pense. Puis 7 jours sur Terre, ça a été un projet que j'ai vendu initialement comme quelque chose, c'est pour le Québec. Que je vendais aux gens comme étant une idée. Quand je vends aux gens, je veux dire ce que j'avais comme pitch, comme proposition. C'est-à-dire, on va faire du contenu sur le Québec. On va essayer d'aller un peu plus loin. On va parler d'enjeux, puis d'histoire, puis de science, puis de techno, puis tout ce qui rapporte au Québec. Puis assez rapidement, tu te rends compte, il y a une belle audience à l'international, puis il y a du monde qui embarque dans ces sujets-là. Fait qu'à un moment donné, on les teint, puis on les adapte un peu plus à cette audience internationale-là. Puis là, j'arrive à un point où je fais la même vidéo à répétition. Où je fais des vidéos de 7 jours sur Terre. Tu comprends? Mm-hmm. Comme si tu faisais un podcast de Pentelis. Tu sais à quoi ça ressemble, tu sais quoi à peu près un invité, fait que là, quand t'arrives pour... tu viens à le faire quasiment sur le pilote automatique. Fait que ça m'a choqué. Puis il y a plein de monde qui dirait pourquoi? C'est correct, il y a des bonnes vues, puis ça progresse, tu en faire d'autres, puis c'est... Mais quand on parlait tantôt, là, juste avant de rentrer en nombre, des fenêtres d'opportunité, puis du temps, puis des fois le timing, puis j'ai l'impression qu'il y a bien des YouTubers, qu'il y a bien des chaînes, qu'il y a bien du monde qui vont rider cette vague-là qui existe en ce moment, d'enthousiasme, de sympathie, d'encouragement, que les gens embarquent, puis qui vont se virer de bord dans 5, dans 8, dans 10 ans, en se demandant pourquoi ils n'ont pas amené ça à un autre niveau, pourquoi ils n'en ont pas profité pendant que c'était possible, puis pourquoi ils ont regardé le soleil se coucher. Ça me fait bien peur. 7 jours sur Terre, là, vous allez dire, c'est égoïste. Un peu. Mais tu sais, moi, je l'ai tout le temps fait pour moi. Ça, c'est comme c'est un secret, c'est mon secret industriel. Je le fais pas pour vous autres. Je le fais pour moi. Je le fais parce que j'aime ça. Mais c'est très cool que tout le monde aime ça. Ben, c'est ça. Ouais. Je le fais parce que ça me passionne. Puis j'essaie tout le temps de le rappeler que c'est parce que les sujets dont je traite, ça me passionne, qu'après ça donne quelque chose d'intéressant. Je suis capable de transmettre mon enthousiasme. Mais là, c'est ça. C'est pas que j'aime pas 7 jours sur Terre. C'est que je voyais que je plafonne. Je voyais ça plafonner et je n'avais pas la réponse. Parce que la réponse, longtemps, je pensais que je l'avais. Elle me disait, c'est quoi les 5 prochains moves? C'est tout un peu ça, le raisonnement. À dire, écoute, il faut que je compose une équipe. Il faut que je les forme solidement pour qu'ils soient capables d'être assez autonomes. Éventuellement, introduire des nouvelles personnalités à l'écran. Moi, je suis tanné que ce soit un one-man show. J'aimerais ça qu'il y ait d'autres gens. Ouais, c'est cool ça. Puis, éventuellement, que moi, ça va me donner aussi plus de liberté éditoriale, de pouvoir travailler sur des projets qui me prendront 2 mois, de pouvoir partir, si je veux aller au Congo, voir de quoi ça a l'air, faire un document là-dessus. Ça, j'aime ça. C'est des histoires de même, mais là, je voyais
la première étape de ça, c'est faut que tu sois capable de produire une équipe, capable de t'appuyer. Puis C'est fait que difficile. je me lance dans le processus. Et là, tu engages un recherchiste. Puis là, tu as un recherchiste, c'est la base de la pyramide. Après ça, tu as un monteur vidéo, monteuse vidéo, dépendamment. Et tu remontes toujours les escaliers comme ça. Et là, je compose. Et là, le premier s'en va. Puis le deuxième s'en va. Puis le troisième s'en va. Puis j'engage aux 4 mois. Pour des raisons assez faciles à comprendre, dans le fond. C'est que tu es en télétravail. Je t'engage, je t'ai jamais rencontré. On s'est jamais parlé de notre vie. Fait que là, je donne un mandat. OK, on a une vidéo qu'on voudrait faire, par exemple, l'immigration humaine. Voici à peu près c'est quoi le dossier que je veux faire. On part, on revient une semaine après. Pratiquement pas eu de... Là, je révise le document. La réalité, c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble. Ouais. Ça, c'est le premier point. La productivité, c'est gros. L'appartenance. Quand j'engage aux 4 mois, c'est ça. Là. C'est que là, on s'est quasiment pas parlé. Après 2 mois, 3 mois, tu pognes une meilleure opportunité. Là. On s'est parlé un total de 15 fois à date sur Zoom pendant 1h30. Là. L'appartenance n'est pas aussi forte. L'identification vis-à-vis de la compagnie, la marque, vis-à-vis de l'entreprise n'est pas là. Fait que ça devient une porte tournante qui est impossible de faire du progrès. Puis encore plus que ça, c'est décourageant en astique, man. Que là, tu engages quelqu'un avec beaucoup d'enthousiasme. C'est tout un peu une expérience de confiance, au sens où tu mets ta confiance en quelqu'un, puis que tu joues les dés, puis que 2, 3, 4 mois après, soit il y a une autre opportunité ailleurs, soit la qualité du travail descend considérablement, parce qu'à un moment donné, c'est comme n'importe quoi. Tu te rends compte qu'il t'envoie un bill pour, je sais pas, 25 heures. C'est payé, on ne pose pas de questions. La semaine d'après, un autre bill de 25 heures, c'est payé, pas de questions. La semaine d'après, un autre, c'est combien d'heures tu as fait? Moi, tout ce que je vois en parallèle, c'est la qualité du travail qui descend. Puis le document de recherche qui passe de 125 pages à 90, à 80, à 60. Moi, j'aime pas les heures. Moi, j'aime pas payer le monde par heure. Moi, je préfère, dans des situations comme ça, c'est créatif, Par mandat. par idée, parce que je veux pas punir les gens qui sont bons. C'était mon intention. Ouais. C'était mon intention, tu as raison là-dessus, de dire, regarde, moi, je t'organise ton temps comme tu veux, puis tu me livres le travail. C'est assez rapidement quand tu vois que ce qui t'est livré au début est meilleur que ce qui t'est livré un peu plus tard, parce que les autres même, ils font le calcul de dire, bon, je suis payé, peu importe, c'est quoi je remets. Ça revient encore à l'appartenance. Ben, c'est ça. C'est l'appartenance, c'est le fait que demain matin, s'il rentre au bureau puis il me croise, c'est plus gênant pas mal d'avoir à discuter de ça. Puis je l'ai vu, son document, puis il sait que je l'ai vu, puis il sait que j'ai vu les 3 derniers avant, puis on les décortique ensemble, puis... Fait que ça, ces aspects-là, moi, je voyais que je tournais en rond. Je faisais toujours la première étape à répétition, dans le fond. Là, là OK, là, j'en engage, on forme. Là, OK, on réussit à faire 1 vidéo, 2 vidéos. Puis là, on se retourne dans le même processus encore. Et là, on retourne au début. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes, 7. OK, on recommence encore. Puis les seuls employés que j'ai été capable de garder plus longtemps, les seuls avec qui des collaborateurs, que je devrais plus parler que d'employés, c'est pas le type de relation qu'on a. Il n'y a pas vraiment de subordination. En plus, on collabore. Ça a été des Québécois. Pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais parce qu'on se parle sur le même fuseau horaire. Ouais. Parce que quand il est midi, ta journée n'est pas finie, tu peux encore y écrire, il est midi pour lui aussi. Là, tout le monde est à l'international. Ça veut dire que quand je veux parler avec quelqu'un, ils sont en France, il est midi et 6 heures pour eux autres. Je ne peux plus faire de réunion, passer 1 heure de l'après-midi. À 7 heures le soir, tu ne veux pas avoir une réunion avec ton entreprise. Ça n'a pas d'allure. Mais ça dépend. Par exemple, moi, j'ai Poseidon. Lui, il habite ici, mais il est toujours en train de dîner. Alors, c'est midi, toute la journée longue. Every time is lunchtime. Oh man, non. Puis qu'est-ce qu'on disait avant? Je pense que c'est ça le futur, mais on va voir si on peut le faire. C'est de se mettre ensemble, plein de gens, plein de podcasters, YouTubers. On travaille ensemble dans des grands studios, on s'entraide. C'est ça le futur. C'est ça le futur, parce que c'est ça qu'ils font aux États-Unis, c'est ça qu'ils font au Texas. Là, tu réalises, puis le monde parle avec du monde qui sont en télétravail, ils vont dire la même affaire que ce que je te dis là. Ils vont dire, hey, je me trouve tout seul, les journées sont longues, il y a des fois que je manque de motivation, des fois que j'aimerais ça être avec mes collègues, il y a des fois qu'on serait plus productif, assis dans la même pièce. Ouais. Ce consensus-là est en train de revenir de beaucoup de gens aussi, qui, oui, certes, sont capables de reconnaître qu'il y a des avantages indéniables au télétravail. Certes, pour des gens qui ont du trafic, pour des gens qui ont des tâches pas nécessairement obligatoires d'être en équipe, puis que tu es même plus productif si tu es seul dans le silence avec ta musique. Good! Mais il faut se reconnaître que toutes les questions d'appartenance, tout ça, on a perdu quelque chose. Puis moi, pour 7 jours sur Terre, peut-être dans un contexte, quand tu travailles pour Microsoft, puis vous êtes 6000 employés, OK. Mais là, quand j'en ai 6, justement, puis que les 6 se sont jamais rencontrés, là, on parle-tu d'une équipe?
On peut pas parler d'une équipe. Fait que ça, c'est un des points, comme je te dis, que je le vois, que ça me décourageait. Puis c'est ça que je veux dire, parce que je trouvais ça futile. De là, de dire, OK, là, je vais en faire une autre de même. Je sais que ça marche pas. Tu comprends? Je l'essaye, j'en refais une troisième fois, puis dans cette formule, ça marche pas. OK, mais là, j'en fais une autre, puis j'en fais une autre, puis j'en fais une autre. Puis oui, les chiffres sont bons. Puis oui, je suis satisfait de la qualité du contenu. Puis oui, ces vidéos-là, je suis bien satisfait, puis je suis bien content. Puis il n'y a pas de... Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment juste que j'ai l'impression de courir sur un tapis roulant. On peut voir ça de même. Que ça va nulle part. Je pourrais faire ça pendant 12 heures, je ne progresserais pas d'un pouce. Et c'est là que ça devient futile. Puis tu dis, attends, là, non, j'en fais pas un autre de même. Ça prend une réponse. Je sais pas c'est quoi. Puis là, ça, je dis, ça faisait 2 mois à essayer de trouver c'est quoi la réponse. Moi, je pensais l'avoir trouvé, que la réponse, il faut que tu t'entoures, il faut que tu sois un peu plus solide, il faut que tu sortes un peu de ta responsabilité. Qu'à un moment donné, quand il y a une vidéo qui arrive, c'est moi qui fais la recherche, c'est moi qui se met sur le scriptage au complet, j'ai un peu d'aide, mais la réalité, c'est que 97% du travail, c'est moi qui l'assume. Je le voyais que c'était pas soutenable à long terme. Puis la seconde que je lâche mes mains du volant, le char prend le ditch. Ouais. Tu comprends que ça m'arrive. Ça fonctionne pas. Tu peux pas faire ça de même. Je me voyais pas. Puis on revient aux youtubeurs de tantôt à dire sur 2 ans, fine, 3 ans, fine, 5 ans. Il y a cette myopie systématique chez tous les youtubeurs à voir pas plus loin qu'en avant du bout de leur nez. Moi, j'essaie de voir par respect pour les gens qui encouragent ce projet-là, mais aussi par respect pour ma propre personne, puis pour mes enfants éventuellement, puis pour éventuellement une relation amoureuse ou quoi que ce soit. C'est quoi que je vais faire dans 20 ans? Puis dans 30, puis dans 50. C'est peut-être pas nécessairement YouTube, c'est peut-être pas... Mais c'est certainement ma responsabilité de ne pas passer ma vie statique à me dire « Quoi? C'est correct? » On n'a pas des carrières de fonction publique. On n'a pas les carrières LinkedIn. Que quand ça plafonne, on va appliquer ailleurs, puis on recommence une autre échelle salariale, puis maintenant, tu pognes un job, après 6 ans, j'ai besoin de nouveaux défis. Non, c'est ça, il faut qu'on les trouve, nos nouveaux défis. Puis si ça plafonne, faut que tu te poses la question. C'est pas normal si tu regardes ton contenu d'il y a 1 an, 2 ans, puis que yeah, that's pretty much what it looks like now. Puis toi, veux-tu vraiment rester à Québec ou tu penses déménager à Montréal? C'est-tu une possibilité pour toi? J'ai songé très fort à déménager à Montréal parce que, évidemment, je suis d'accord avec toi, c'est la force des choses. C'est ici que ça se passe. C'est clairement ici que, pour ce qui est de la création de contenu, c'est ici que ça se passe. Maintenant, je te cacherai pas que j'ai le goût de l'essayer à Québec. Parce que il y a un certain nombre d'attributs aussi avec 7 jours sur Terre. Au sens que nous autres, on est très francophiles. Très francophiles. Puis c'est plate, mais Montréal, c'est plus une ville francophone. Désolé, mais c'est pas le cas, du moins pas le centre-ville. Moi, ce que j'ai le goût de créer, c'est vraiment un produit pour la francophonie. C'est vraiment d'y aller avec ça. On a une autre difficulté, puis on discutait ça avant. L'autre difficulté, c'est qu'il n'y a pas vraiment des bons efforts qui se font pour rendre le contenu québécois cool, intéressant pour les jeunes. Il y a certains podcasts, mais en général, c'est comme si le système s'en fout un peu de ça. Puis ils disent « Oh non, on va aller à des restos puis voir s'ils disent hot dog ou chien chaud ». Des choses qui n'aident pas la culture. Zéro, ça aide à rien. Les aspects culturels, c'est ça. C'est tout ce qui est dans le divertissement, dans les sports, des choses. Puis ils font rien à propos de ça. Alors... Absolument. Tu t'obstines avec la Ville de Québec cette semaine qui dit que je fais pas de l'art numérique. Oh non, hein? C'est pas ce que tu fais. Non, c'est pas de l'art numérique, c'est pas de la production web. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Ça, demande-leur. Je fais des biens et services. Mais non, c'est... Non, absolument, c'est ça. On fait des biens et services, fait que t'es pas éligible à quoi que ce soit. Fait que ça, je veux dire qu'à un moment donné aussi, tu veux dire, plein de monde qui me disait « Hey, va chercher des subventions. » Ouais, moi aussi, il me dit ça, puis je dis « Il veut rien savoir de moi. » Ben, c'est ça. Là, on ouvre un bureau, un studio, tout le monde dit « Va chercher, tu vas voir. » Ben oui. Il faut que tu lui demandes la permission pour faire quelque chose. Ça va prendre 5 mois pour être capable juste de parler avec quelqu'un. Puis là, c'est ça. Là. Il faut que je m'excuse de faire du contenu sur YouTube. Parce que votre réseau est en train de mourir, que la télévision s'est rendue à une conversation Zoom à 4 assis sur la joute. J'ai pas de... C'est ça. J'ai pas de respect, puis j'ai pas de... Je sens pas que j'ai besoin de m'expliquer avec du monde qui n'ont aucune idée c'est quoi cette industrie-là, puis qui sont en train de me parler comme si j'étais un cave de me lancer là-dedans. Ça fait 10 ans qu'on est en affaires. C'est ça, je dis, moi, la culture, puis comment qu'on l'interprète. La culture, pour nous autres, c'est la TV, c'est le théâtre. Mais tout le monde est sur le web maintenant. C'est le web. C'est beaucoup du web. Beaucoup du web. Tu sais, je te dis, mon rêve à moi, puis on va voir si ça peut arriver, ça serait une place où peut-être tu as des bureaux à Montréal puis des bureaux à Québec, mais tout le monde est ensemble. Tu as comme
moi, tu sais, le French Cast, Couple ouvert, Victoria Charlton, 7 jours sur Terre, plein d'autres choses. C'est ensemble. Alors, on sait qu'il y a des studios à Montréal. Si tu as besoin, tu peux aller à Québec. Tu as des invités qui sont juste à Québec. Alors, tu as tes studios là-bas. Tout le monde s'entraide puis travaille ensemble. C'est ça que je veux, comme les vieux studios de la télé. Absolument. Ça a toujours C'est vraiment fonctionné de même. Ça a toujours fonctionné de même. Puis nous autres, les YouTubers, c'est assez... Puis même juste plus large que YouTubers, créateurs de contenu en général au Québec, on travaille dans des silos. Ça n'a aucun sens. C'est tout juste si on s'invite sur le podcast l'un de l'autre. C'est l'enfer. Il y a cette espèce de... C'est très typique aussi du Québec, j'imagine, là, cette espèce de jalousie du succès, puis cette espèce de... Ça existe, tu penses que c'est comme ça un peu, oui, hein? absolument, absolument. J'ai aucun doute de ça, là, vraiment. Moi, je suis fier, je suis heureux quand le monde dans mon milieu, ils font Qui quelque chose de réussissent. cool. Ouais. Ben, c'est un attribut du succès. C'est parce que toi, tu es confiant avec ta propre réussite. C'est parce que tu es confiant, puis tu es content de où ce que tu es toi-même, tu es capable d'être heureux pour les autres qui ont leur propre succès. Des gens qui, eux-mêmes, sont comme déçus un peu de comment ça va. Puis là, il y en a un qui réussit à côté, puis... Mais il faut qu'il rapetisse ça, il faut qu'il diminue ça, il faut qu'il... C'est cette... Mais ça te augmente pas. Même si toi, tu tombes, ça va rien... Moi, je ne vais pas gagner. C'est ça que je n'aime pas. Non, ça diminue ce que lui accomplit de plus sur toi. C'est-à-dire, tu sais, lui, il n'est pas meilleur que moi. Mais non, On doit changer ça. Mais encore une fois, le marché québécois est unique. Ouais. Il faut être très sérieux avec ça. On est gros comme la ville de Chicago. Tu sais, moi, quand on parle d'histoire de studio comme ça, comme un... Ouais... à Seattle, à New York, à Los Angeles. S'il y a une place au Québec que c'est possible, c'est vraiment Montréal uniquement. Moi, si 7 jours sur Terre, moi, je l'approche à Québec, c'est vraiment que c'est notre installation, nous autres. Si on le loue, ça va peut-être être à d'autres champs ponctuellement, parce qu'il n'y a pas de créateurs à Québec. Il n'y en a pratiquement pas. Puis là, je reviens à mon terme, on est gros comme la ville de Chicago, littéralement, à 6, 7, 8 millions de personnes à peu près, de francophones. Ça donne un écosystème de médias très faible. Tu sais, moi, les fois où je m'en rends compte le plus explicitement, c'est quand on regarde nos partenaires, puis quand ils nous approchent, ils sont fâchés qu'on ait une audience au Canada. Ils sont fâchés. Ils opèrent en Europe, ils nous disent, c'est quoi vos chiffres? Ben là, vous avez un 80% en Europe. OK, mais là, votre 20% au Canada, on est obligé de l'éliminer. Là. Et nous autres, on n'est pas actifs, ça ne nous sert pas à rien. Fait que tu as aussi cette question-là, à dire assez rapidement, tu as le contenu québécois en vient par la force des choses à se porter sur l'international, un peu comme nous, on l'a fait à 7 jours sur Terre, qui n'était pas une volonté. C'est pour survivre. C'est que tu ne vis pas à faire du contenu géopolitique pour le marché québécois. Puis tu ne vis pas à faire des vidéos sur l'histoire du Québec sur Facebook. Tu ne vis pas avec 30-40 000 personnes qui t'appuient de temps en temps. Tu vis avec 10 fois ça, 20 fois ça. Puis ce marché-là au Québec n'est pas capable de le fournir. Fait que là, il y a des gens qui vont dire écoutez, je suis le plus grand nationaliste, j'ai un amour profond pour le Québec. Je ne dis pas ça pour le 10. Hein. C'est une question statistique, une question mathématique. Que les gros créateurs qui vont réussir au Québec n'ont comme pas le choix de s'ouvrir une porte à réussir dans des marchés à l'extérieur du Québec. D'avoir une audience qui est prête à rejoindre ce marché-là depuis la leur. Que tu vas avoir un Belge, c'est bon ce qu'ils font les Québécois. Ouais. Quand on parle de culture québécoise, c'est ça aussi. Là. Écoute, parce que tu peux me dire si j'ai tort, mais si on ne fait pas ce que je propose dans l'aspect de... On rend ça cool, on fait plus de choses culturelles, artistiques ici, puis les jeunes, ils aiment ça, puis s'appuient à faire ça, puis regarder ça, puis écouter ça, au lieu de toujours s'en aller vers les Américains. Si on ne fait pas ça, moi, je suis plus dans l'histoire, pas la géopolitique, mais dans 50 ans, comme je te disais avant, ça va-tu exister le Québec comme on le voit maintenant? Parce que moi, de mes connaissances, puis peut-être j'ai tort, c'est impossible. C'est impossible. Moi, je suis tellement un fataliste vis-à-vis de ça, je te le dirais. Là. Par rapport à tout aussi. Je me vois tout le temps comme un agent de l'univers. Mm-hmm. I decide nothing. I'm a force of the universe. Mais c'est ça, je vois, Je fais rien. puis je vous dis qu'est-ce que je viens de voir. Ouais. Je suis une extension de la volonté de l'univers et de sa tendance à vouloir être dans l'équilibre. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, ouais. Si moi je pense d'une manière, toi tu penses à l'inverse, c'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne. On est des produits de l'univers qui cherchent l'équilibre. Bon. Fait que par rapport à quand tu dis on va-tu mourir le Québec puis dans les 50 dernières années, je t'avoue, je regarde les tendances démographiques, les tendances linguistiques, les tendances d'immigration, le modèle québécois. C'est presque de la fantaisie que de se dire que ça va survivre pour toujours. Puis ben oui, évidemment, le Québec va rester une
Non, si tu regardes, tu projettes la trajectoire telle qu'elle est actuellement, effectivement, il devrait y avoir un point de rupture dans 10, 20 ans, dépendamment des rythmes, parce que là, l'immigration s'est accélérée beaucoup dans les 4 à 5 dernières années sous Justin Trudeau. Ça dépend quel type de trajectoire on pointille. Mais si on la continue où ce qu'elle est là, je trouve même pas ça controversé là, de suggérer que le Québec pourrait disparaître. Quand je te dis, c'est une... Oui, c'est ça que moi je dis, puis c'est juste avec des statistiques que je vois. Puis moi, j'essayais de faire des efforts. Alors, j'ai des humoristes anglophones qui parlaient pas français, ils voulaient rien faire. Maintenant, ils font le gang show, ils essayent de s'appliquer. Tu sais, ils font des shows en français, ils pratiquent le français, ils consomment de la culture télévisée francophone. Alors, pour moi, c'était comme une victoire. Mais maintenant, je vois que mes efforts, si le gouvernement n'est pas avec moi puis on ne fait pas plus d'efforts, ils sont futiles. Tu sais, je vais ramener 500 personnes qui vont s'impliquer puis voir ça, mais toi, tous les millions d'enfants, Absolument. tu vas les pousser vers les États-Unis. Alors, tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Tout ce que toi, tu fais, ça va servir à rien. C'est ça que je vois, mais je ne veux pas être un gars qui voit ça négativement. Moi, j'aime ça être Absolument. heureux. Puis... Écoute, moi, j'entends des affaires. Là. J'entends du monde, ou je lis du monde qui disent « Hey, mais c'est quoi cet accent? Un Québécois, je savais pas que vous parliez français! » Jesus fucking... Ça te donne une idée à quel point c'est quoi la représentation du Québec à l'international. C'est ce que les gens consomment du Québec. Ils vont pas le visiter. Ils entendent parler du Canada. Les Japonais, les Français, les Italiens, ils en entendent parler. On se fait des idées, on se prétend comme si on était donc bien important. Le Canada, c'est le caniche des États-Unis à l'international. On n'a aucune prestance, on n'a aucune place, on n'a aucune envergure. Fait que de prétendre que le Québec peut exister par la simple vertu du fait qu'il Le est Canada là, qu'il est n'existe pas. présent, c'est pas de même, ça marche. Le Canada, c'est une annexe. Nous autres, les Français nous regardent et ils sont curieux. On a une place, là. On a notre place dans leur écosystème. Je regarde des Mathieu Bock-Côté qui sont capables de percer, qui sont capables d'avoir un succès dans leur milieu aussi, eux autres. Moi, je pense qu'il faut voir la francophonie dans sa globalité, puis commencer à voir le Québec comme un élément de la francophonie. Puis de la même manière que je vais regarder des fois des Haïtiens, puis qui vont me parler de leur monde à eux et de la vision qu'ils ont, de la perspective, la raison pour laquelle 7 jours sur Terre, pour laquelle un produit québécois, c'est différent, c'est parce qu'il est en Amérique du Nord. C'est parce qu'il est québécois. Les Français nous disent tout le temps « Ah, les cousins. » Guys, les Québécois ne sont pas des Nord-Américains, des Français en Amérique du Nord. Ce sont des Nord-Américains qui parlent français. Exactement. C'est pas la même chose. Comme au Nouveau-England, il y a des francophones. Est-ce que tu savais ça? Moi, j'ai des gens qui écoutent le Frenchcast. Puis ils habitent à New England. OK. C'est des francophones. Puis il y a même des francophones qui envoient des messages de Louisiane, mais ça, on sait Absolument, déjà. oui, absolument. Il y a plusieurs communautés comme ça, à gauche, à droite. Maintenant, si tu veux empêcher que le Québec se transforme un peu en une espèce de Louisiane, justement, en une espèce de Non, nouvelle ça, je veux pas. Non, parce que ça, c'est comme un peu une attraction. Hey, on parle un peu français. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux que le Québec existe, puis la culture existe, mais de qu'est-ce que je vois, c'est les mauvais efforts qui se font. Je parle avec un gars de Montréal. Ouais. Viens-t'en à Québec une semaine. Je te mets au défi d'entendre de l'anglais une fois. Une fois. Essaye. Approche quelqu'un d'anglais, voir. À moins d'être dans un établissement touristique, restaurant, hôtel, là, personne va te répondre en anglais. Ils vont dire, qu'est-ce que c'est, monsieur? Mais c'est même pas ça. Même si pour moi, en connaître puis en parler 10 langues, ça n'empêche pas d'aimer une culture. Oh, oui, absolument. Moi, c'est même Au pas sens ça. où cette menace culturelle-là, elle est très localisée. C'est ça que je veux comprendre. C'est que là, la production culturelle puis l'image qu'on se fait du Québec, c'est ce que Montréal produit et projette sur le reste du monde. Si tu regardes le Québec des régions, ça n'existe même pas, cet enjeu français, anglais, francisation, intégration. Ça n'existe même pas. C'est très montréalais. C'est très montréalais. Régler la question montréalaise, c'est régler la question culturelle québécoise. Mais Montréal, à cause que c'est une ville importante, mondiale, pas juste l'Amérique du Nord, tu vas toujours avoir des touristes, puis c'est bon. Comme même, moi, je vais en allemand, puis même en Grèce, ils parlent plein de langues. Tu peux avoir même des pancartes en grec, en anglais, en allemand, parce que ça détruit pas la culture. Non. Les affaires qui détruisent une culture, c'est que les gens qui habitent là, même s'ils parlent d'autres langues aussi, quand ils n'aiment pas la culture locale, parce qu'ils vont pas pousser ça à leurs enfants. Puis c'est ça que moi, j'essaie de dire au monde. Le grand problème, c'est pas que le menu est en créole ou en anglais. C'est pas ça le problème, parce que ça n'empêche rien. Le problème, c'est que les jeunes immigrants qui viennent ici, comme moi, moi, je suis pas immigrant, moi, je suis né ici, même, c'était comme une attaque. Alors, c'est comme si, oh shit, il veut rien savoir de nous. On doit aller vers l'anglais parce que le Québec francophone nous aime pas.
quand les nouveaux immigrants viennent ici avec rien, parce que Trudeau, la manière où il amène les gens ici, c'est comme avec des promesses de non, t'as pas besoin d'apprendre, c'est juste l'anglais. Si tu parles un peu anglais, ça va marcher. On va trouver de job et tout ça. Puis c'est difficile pour eux. Quand on vient ici, on respecte pas même leur éducation. Alors là, tu viens ici, tu parles pas, tu as 40 ans, 35 ans, tu as des enfants, tu parles pas français. Là, je te dis, moi, tu dois apprendre, tu dois aller à l'école, apprendre ça. Sinon, je suis un peu méchant avec toi. Là, toi, comme une nouvelle immigrante, t'es comme fuck eux, je veux rien savoir de leur culture, je veux rien savoir d'eux. C'est comme des bullies. Tu viens de perdre ces personnes-là. Mais ça, c'est pas 10 personnes. Ça, c'est Trudeau a rentré, je pense, 500 000 immigrants cette année. Ça, c'est beaucoup. Puis nous, les gens qui habitent déjà au Canada ou au Québec, on n'a pas beaucoup d'enfants maintenant. 1,2 On a arrêté million. ça. Bro, Quand tu comptes les travailleurs temporaires, étudiants étrangers, tu arrives à 1,2 million. si eux, ils sont fâchés envers nous, ils n'aiment pas la culture, ils ne vont pas consommer, puis ils commencent à devenir la majorité, c'est impossible que la culture qui existe maintenant, canadien, français, c'est juste mathématique. Ça ne peut pas exister. Ils doivent venir ici puis aimer ça. Mais ils peuvent juste aimer ça si on fait des choses logiques. Tu sais, mais maintenant, on ne fait pas des choses logiques. On met des efforts puis de l'argent, comme je te dis, sur des pancartes. Pourquoi c'est pas pourquoi ça, c'est juste en chinois? Je On reviens s'en encore fout. à mon thème sur l'univers. Là. C'est ça, je te dis, j'ai l'impression qu'on est un peu la rétro-poussée du français qui refuse de mourir. Là. Une espèce d'OBS qui pousse sa pédale puis qui est comme non, on est peut-être censé mourir. Non. Non, mais dans le sens que si tu regardes les phénomènes qu'il y a là, je te dis pas que c'est désirable. Ouais. Je te dis juste, c'est peut-être la trajectoire prédéterminée. Au sens où on a un taux de reproduction plus faible que le taux de remplacement, que le français n'est pas la langue de parler à la maison dans une proportion grandissante de nouveaux arrivants, que la tactique délibérée du gouvernement fédéral, c'est carrément ça. C'est d'inonder le Québec par des cultures qui ne s'y intègrent pas afin de faire le multiculturalisme, d'incarner ce Canada dans lequel il n'y a pas deux peuples fondateurs, francophones, anglophones. Non. Il n'y a pas de culture canadienne. Il n'y a pas d'identité canadienne. L'identité canadienne, c'est la somme de toutes les identités qui la composent. C'est ça que Trudeau avait dit, C'est non? ça le multiculturalisme. Trudeau parle du premier État post-national. Que le Canada est le premier État au monde post-national. La nation, ce n'est plus un concept au Canada. C'est pas Quand fou. C'est juste moi, je sais pas si je comprends mal, mais c'est pas fou, ça. Écoute, là, Pourquoi tu veux détruire le monde? L'idée du Québec là-dessus était plus celle de l'interculturalisme, de dire Ouais. on accepte toutes les cultures, mais ces cultures-là doivent être compatibles et désirer cohabiter, coexister et même s'intégrer à Mais la c'est- culture dominante, celle du Québec. Ça, c'est la même affaire que tous les autres pays font. Les Français, la plupart des pays à travers le monde vont pratiquer l'interculturalisme, sinon l'uniculturalisme. Ils vont dire non, ta culture, tu la pratiques chez vous, mais en public, c'est nos affaires, puis c'est comme ça que ça se passe. Puis ça, dans beaucoup de pays, maintenant, on peut déterminer certains niveaux de liberté, mais quand tu arrives au Canada, nous, notre expérience du multiculturalisme, elle est unique. Elle est unique, elle n'existe pas, il n'y a pas de comparatif ailleurs dans le monde. On est vraiment en train de mener une expérience à ciel ouvert en attendant de voir qu'est-ce que ça donne. L'idée n'était pas mauvaise initialement, en se disant, écoutez, là, tous les pays développés, tous les pays prospères sont en train de vivre un effondrement de la population. C'est évident, on n'a pas le choix de combler ça. Qu'est-ce qui arrive? Ben, on va faire venir des immigrants. Cette idée-là, ça prédate même la chute démographique. On peut remonter jusqu'aux années 80, 90, 95, en fait, avec le référendum. C'est là que le Canada a fait « Wow! » Vous êtes venu à 25, 50 000 votes de séparer le pays, de créer un gros trou dans le milieu du Canada. La stratégie fondamentale de la politique canadienne à ce moment-là était passée au multiculturalisme. Et c'était l'idée, avouée, de dire « Faut plus jamais que ça arrive, cela, là. Faut plus jamais que les Québécois sentent qu'ils ont une culture tellement unique, tellement différente, qu'ils doivent quitter, claquer la porte, puis faire leur propre pays. » Ben, qu'est-ce qu'on fait? On va les rendre minoritaires à l'intérieur de leur propre territoire. On va les rendre une culture parmi tant d'autres. S'enclengeons, à partir de 95, ce mouvement-là d'immigration massive, d'accueil de population jusqu'au Québec. Puis là, bon, si tu veux aller loin là-dessus, on pourrait parler par exemple du chemin Roxham. Ouais. Pourquoi le gouvernement fédéral l'a permis pendant au-dessus de 3 ou 4 ans qu'il rentre des chiffres de... Écoute, on laisse un 50 000 environ, on sélectionne environ un 50 000 nouveaux arrivants au Québec à chaque année pour l'immigration légale. Un 25 000 à peu près, je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est à peu près moitié-moitié. 25 000 immigration économique, 25 000 immigration humanitaire. Humanitaire, c'est Ottawa qui sélectionne. Économique, c'est nous autres, l'autre moitié. Tu as ce 50 000-là qui est légal pendant 4, 5, 6 ans, tout le temps, du chemin Roxham. Tu avais un autre 50 000 illégal qui rentrait. 95 % au Québec. Quelqu'un qui regarde la game avec un peu d'attention pourrait assez vite dire que c'était dans l'intérêt du gouvernement fédéral de laisser ça aller.
que c'était dans son intérêt de dire, ben oui, écoute, le gouvernement, déjà, il a fait rentrer en 2023 1,2 million de nouveaux arrivants à travers les différents mécanismes, que ce soit l'immigration légale, que ce soit les résidents permanents, les étudiants, les travailleurs étrangers. 1,2 million sur un pays de 38, 39, on est rendu 40. Fait que cette progression démographique-là, ça n'existe pas nulle part dans le monde. Là, nulle part dans le monde. Pour te donner un chiffre, on a laissé rentrer au Canada plus... là, c'est les réfugiés... C'est les... Plus de réfugiés que les États-Unis eux-mêmes. Ah, ça, je sais. On parle d'un pays de 400 quelques millions d'habitants, contre 40 millions. Puis là, je ne vais pas vous déterminer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. On parle de capacité d'accueil. On parle de proportion. De dire c'est quoi la limite. Mais c'est ça que je veux discuter. Le plan, en faisant ça, parce qu'on va dire, OK, il ne veut pas que le Québec se sépare. OK, ça c'est une... Mais en faisant ça, le Québec comme tel... On avait des produits, on faisait plein de choses. Mais à cause de toutes les difficultés avec des nouveaux immigrants, on n'a pas assez de maisons, on ne se fait pas payer assez, puis tout ça, l'inflation, ça ne marche pas, puis ça rend la vie un peu plus difficile. Alors là, OK, le Québec ne se sépare pas, mais il t'offre rien non plus parce que c'est comme si tu viens de détruire toutes les provinces puis tout le Canada est plus faible, récent. non? C'est très récent quand tu y penses. À partir de 95, l'idée, c'était de dire justement deux choses. Un, on va inonder le Québec avec les immigrants puis on va changer le modèle fondamental du Canada pour dire on n'a plus deux peuples fondateurs. Donc Moi, je n'étais pas au courant de ça. OK, ben c'est ça. Ça a vraiment été délibéré, ça a été réfléchi. C'était en congrès. On essaie de trouver c'est quoi la manière de garder la cohésion nationale, l'unité nationale. C'est quoi la prérogative numéro 1 d'un gouvernement? C'est de tenir l'unité, c'est que le pays explose pas. C'est comme ta première responsabilité, bien plus que de le défendre d'agression extérieure. C'est d'éviter qu'il explose de l'intérieur. Fait que cette idée-là, c'était une question de sécurité nationale. C'était une question de GRC, c'était une question de CRS, c'était une question de là, il faut plus jamais que ça arrive. Là. On va infiltrer le mouvement nationaliste, puis on va s'assurer que les péquistes soient une check. Puis ça, si tu veux t'intéresser là-dessus, La guerre secrète contre l'indépendance, un documentaire fantastique qui explique les interventions de la SCRS puis de la GRC pour saboter le mouvement souverainiste dans les années 90. Parce qu'eux autres voyaient ça comme des terroristes. T'avais eu le FLQ avant qui faisait sauter des boîtes à mal à Westmount. Ils se disaient, là, il faudrait pas que... Fait qu'on surveillait les souverainistes comme des terroristes. Et le même quand ils faisaient rien de violent, même s'ils voulaient juste discuter. Pierre Elliott Trudeau avait dit « Je veux que vous me fassiez le même coup aux souverainistes que vous avez fait aux communistes dans les années 60-70. » Pierre Elliott Trudeau voulait traiter les souverainistes comme une menace à l'unité nationale, et il a raison. C'est ce que c'est. T'es des souverainistes, tu veux défaire le pays. Ouais, mais c'est pas des communistes, on va pas aller... Non, mais c'était vu comme la même chose, comme une menace aux intérêts supérieurs de la nation et à l'identité fondamentale du Canada. Qu'on se disait, non, eux autres, on les watch. Donc, tu as ce premier point-là, de dire, ben, on va les inonder inévitablement avec de plus en plus d'immigration pour rendre le consensus politique impossible. Que ce 50 plus 1 là, oublie ça. On va te rentrer un 150 000, 200 000 de plus par année. Ça va devenir 70-30, ouais. C'est impossible. Même si tu convaincrais tous les francophones du Québec, on n'est plus assez mathématiquement nombreux pour aller chercher les circonscriptions. Fait que ça devient un problème. Deuxième chose, péréquation. Quand tu disais comment on a fait pour convaincre le Québec, mais c'est encore arrivé avec la péréquation, qui était, là, tous les souverainistes sont en train de virer débiles, puis de me dire que c'est pas vrai, la péréquation la mérite. Puis la péréquation, c'était un mécanisme de pot de vin au Québec, pour garder le Québec dans la fédération. Parce que, oui, le Québec a un certain nombre de désavantages. Puis, tu prends pas tes décisions pour toi-même. Ben là, il y a comme un coût induit à chaque fois, tous les dédoublements. Puis le Québec, la narrative était... Probablement qu'on s'en sortirait peut-être mieux, non seulement culturellement, mais potentiellement économique en étant seul. Parce que tu prends tes propres décisions, puis à un moment donné, nos orientations viennent différentes. On priorise la forêt, vous priorisez le pétrole, nos industries vont mieux. Et l'idée, c'est de dire, on va bribe le Québec. On va lui donner de la péréquation, littéralement, prendre l'argent des provinces plus riches, puis le distribuer au Québec, comme pour nullifier cet impact-là du déficit de souveraineté qu'a le Québec. Fait que le Québec, pendant des années, c'était correct. Il y a une raison pourquoi le mouvement souverainiste est tombé au ralenti à partir de 95-2000. Parce qu'à un moment donné, c'était une réaction, le mouvement souverainiste. C'était une réaction à cette oppression perçue qu'on avait d'Ottawa, qui nous marchait sur la tête, puis qu'on était à plat ventre à s'excuser. Ça, si les gens en avaient assez. Fait qu'arrivent des figures comme des Parizeau, arrivent des figures qui se disent, on va se lever de bout, puis on mérite de se faire appeler monsieur, puis c'est pas vrai qu'on va se faire... Quand ça arrive... Maintenant, le Québec, il se fait traiter comme tout le reste du Canada.
Oui, Ils exact. ne se font pas traiter bien. Ben, comme on les en autres. revient à l'autre point que tu mentionnais tantôt par rapport à... Mais là, c'est qu'est-ce que le Québec, là-dedans? C'est récent, en maudit, ce consensus-là sur l'immigration, là. C'est récent, là, que là... Quand je dis récent, c'est dans les 12 derniers mois, là, que le consensus sur l'immigration a été brisé au Canada. Il existait, je dis pas une unanimité, j'ai un consensus politique à travers la société civile, les organismes, les systèmes, les différents ministères, à travers le secteur privé, les banques. Tout le monde était d'accord à dire ça fait bien, l'immigration, ça nous rend du monde, ça garde le marché de l'emploi relativement stable. Dans les 12 derniers mois, là, que les roues ont vraiment... En fait, ça fait longtemps que les roues étaient brisées, mais c'est comme la première fois qu'on réalise que ça avance plus. Là. Hein, t'as vu, là. Crise du logement, on commence à identifier qu'il y a un lien direct avec ça. Ah. L'itinérance, augmentation de la criminalité dans certaines grandes villes. On a eu cette discussion-là aussi. Là. C'est pas normal qu'il n'y ait plus une grande ville en Amérique du Nord qui n'a pas de bon sens. Là. C'est pas normal. Puis à un moment donné, il faut nommer ces problèmes-là. Fait que là, tu arrives avec un certain nombre de facteurs comme ça que tu avais identifié déjà. Les taux d'intérêt. Que là, tu as Tiff McLean de la Banque centrale canadienne qui va ouvertement dire guys, on peut pas vaincre l'inflation si vous continuez à rentrer de la demande avec des nouveaux consommateurs à tour de bras. Puis c'est ça que vous faites. Fait que là, oui, l'immigration, ça a un lien avec la tendance inflationniste. Puis oui, la crise du logement, c'est pas nous autres qui va la régler. Il va falloir que vous arrêtiez de rentrer du monde. Et là, les constructeurs qui disent la même chose. Et là, les employeurs, cette semaine, je voyais le gouvernement du Québec qui commence à établir un lien entre la stagnation des salaires des Québécois dans certaines industries, industrie alimentaire, industrie, la restauration. Pendant ce temps-là, Saint-Hubert vont faire venir 200 salvatoriens pour travailler dans la cuisine. Tu me dis, ouais, mais les Québécois veulent pas... Oui, mais l'effet final, c'est quoi? C'est ça. Ça fait une société qui rencontre un certain nombre de problèmes, tant économiques, culturels, que juste au niveau de la criminalité. Ça, c'est partout dans le pays, c'est pas juste au Québec. Ça, Non, c'est partout. absolument pas. Mais ça, ce consensus-là au Canada, il a vraiment été brisé récemment. Tout le long de truc, tu n'avais même pas le droit de mentionner un lien potentiellement, de suggérer. Oui, te traiter de complotiste ou de raciste. Ben oui, que l'immigration avait un résultat net négatif. Les mathématiques sont racistes. C'était inadmissible de dire ça. Là. Et là, c'est ce qu'on est en train de dire quand on est en train de dire, OK, il faut baisser les taux. Ce que tu sous-entends, c'est qu'il y a un surplus qui a un impact net négatif. Puis pour revenir à un équilibre ou à quelque chose de positif, à une contribution à la société, il faut qu'on baisse. Quand tu disais tantôt, mais pourquoi ils ont fait ça au Québec? On vient juste de se réveiller. Ouais, Pendant des années, on prenait l'argent, on prenait le chèque, formait notre gueule, on faisait pas rien, puis là, on vient juste de réaliser qu'il est trop tard. Qu'on s'est fait manger à laine sur le dos, puis là, essaye de rentrer ça, de rentrer le dentifrice dans le tube. Il n'y a plus de porte de sortie. La porte de sortie, c'est magnifique. Le fédéral est brillant. La seule manière que le Québec peut faire l'indépendance aujourd'hui, c'est de vider le projet d'indépendance de tout son sens culturel, linguistique, ethnique. De toute l'appartenance identitaire qui venait avec ça, que de dire le Québécois, francophone, avec un ensemble de valeurs, un système d'idées qui croit dans une forme de civilisation, c'était le Québec francophone, qui était capable de se distinguer du Canada par ces attributs-là. Fut-il un temps, les années 50, 60, tu fais rajouter à ça la chrétienté, la religion, qui est en opposition avec le protestantisme canadien, on était des catholiques. Puis, quand tu ajoutes tout ça, là, tu vides la religion. Là, tu me dis que la langue, on ne peut plus utiliser ça comme levier pour faire de l'indépendance. On ne serait pas mathématiquement assez bon. Puis là, tout le monde dirait, ben, ça n'a pas rapport avec ça. Puis moi-même, je serais le premier à dire, on ne peut pas définir notre projet comme ça. Parce que je veux qu'un gars comme toi vote oui. Et c'est là qu'on arrive. Si on veut gagner, c'était vrai en 95. Il faut que le gars le plus à droite vote oui, puis il faut que le gars le plus à gauche vote oui. Indépendamment qu'ils se disent, gars, ce que je veux, c'est un pays, pas un projet politique. Ouais. Là, tu t'enlèves l'identité, tu enlèves la religion. Tu nous dis que toutes les questions d'immigration, etc., le consensus identitaire, que c'est pas mal déjà terminé. Que la société québécoise travaille avec le plat de bonbons que tu as en ce moment. Fait que le fédéral a pas mal déjà gagné. Ça, je veux le dire par là, dans le sens que je vois pas la porte de sortie, là. C'est-à-dire, mathématiquement, démographiquement, le travail a été accompli. La porte de sortie, ça serait de faire une indépendance à la QS. De dire, l'indépendance qu'on veut, c'est une indépendance pour tout le monde. C'est pas vraiment une indépendance francophone. C'est pas vraiment une indépendance... mais là, on s'attache tellement à la gauche que ça vient aussi à éliminer du monde. Ouais. La première fois que j'ai réalisé ça, Pentelis, c'est pas à Rivière-Ouelle ni à Saint-Alexandre de Kamouraska, là.
C'est en m'en venant à Montréal que ça faisait 3-4 ans que je n'étais pas venu, que je n'avais pas vu ce progrès-là. Ça doit faire 7-8 ans de ça à peu près. Et je te jure, j'étais avec une ex à ce moment-là. La jambe me shakeait, je comprenais pas. Je shakeais. Hein, je n'étais plus capable d'arrêter ma jambe. Je la tenais à 2 mains, pas capable d'arrêter de shaker ma... Là, je Google, j'essaie de savoir c'est quoi cette histoire-là. Voyons, la jambe qui shake incontrôlablement. Je disais, exercice intellectuel intense, choc émotionnel, traumatisme, des affaires là même. Juste, ça faisait 1h30 que je réalisais, on a perdu. On a perdu. Les libéraux ont raison. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Puis vraiment, ma position était vraie. Elle, avec un grand L. Là. Les libéraux ont raison. Pas comme dans le Canada est préférable, mais comme dans... on ne peut pas dilapider notre capital politique à faire l'indépendance. On n'a pas... Ça n'a pas d'allure, ça se fait pas. Ce serait perdre notre temps. Je comprends, ce serait un peu comme courir après quelque chose de pas... Puis c'est là que j'avais vraiment shaké, là, de dire... Les libéraux ont raison. C'est pas cette indépendance-là, pas celle que j'avais en tête, elle est plus possible. Elle est possible à Chicoutimi, elle est possible à Rivière-du-Loup, elle est possible à Rimouski, elle est possible à Val-d'Or, mais elle est pas possible à partir du moment que tu rentres Montréal dans le mix. Puis reviens sa soirée de 95, c'est quoi qui s'est passé? Mais tu sais quoi? Oui. Non. C'est pas perdu, qu'est-ce que tu dis? On doit augmenter les autres villes, mais je veux dire, tu peux avoir une ville vraiment internationale dans un pays, ça arrive. Il y a plein de places au monde où tu vas, puis ils parlent plein de langues. Alors non, dis pas ça. Moi, je te dis, c'est plus que... C'est même pas... Le monde veut pas venir ici. Puis c'est pas à cause du français. Il veut pas venir ici parce qu'on fait partie d'un système que même à Toronto, il y a plein de vidéos de TikTok, des nouveaux immigrants qui sont des Indiens, des Pakistanais qui disent « Hey, on est venu ici, ils nous défoncent. On vient à Toronto, tout coûte cher. Ils veulent rien savoir de nous. On travaille. Le gouvernement prend tout notre argent. Fuck that, on déménage, on retourne à l'Inde ou on va aux États-Unis. » Il y a ça... Quand tu vois ça sur TikTok, des immigrants de la Chine, du Japon, qui se disent « Je peux rien faire au Canada au complet, je dois aller dans un autre pays », ça devrait être, quand on voit ça comme ça fait honte un peu, tu sais, on devrait avoir des opportunités. Qu'est-ce que le monde on est déjà là, mon pito, alors on a un attachement ici, alors c'est moins facile pour nous de déménager, tu sais, on a nos amis, nos familles, tout ça, c'est plus difficile pour nous. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand le système ne marche pas pour nous. Comme au Québec, le grand problème, c'est le plus que tu travailles, le plus qu'il te punit. Il veut pas que tu aies du succès, le gouvernement. Ça marche pas. Parce que là, tous les intellectuels, tous les gens qui ont de l'argent, qui veulent faire du quoi, ils vont tranquillement partir. Je ne vais pas faire du business au Québec. Je vais pas faire du business à Toronto. Ils vont prendre tout mon argent. Fuck that, je vais aux États-Unis. Alors, les États-Unis, les autres pays, eux, ils vont avoir tous nos intellectuels, tous nos grands businessmen, tout ça. Puis nous, on fait quoi? On reste avec quoi? Les fonctionnaires. On reste avec quoi? Non, mais c'est une vraie question. Oui, essentiellement. Puis encore là, on pourrait remonter... Là, on parle du Canada plus largement. C'est sûr, c'est difficile de faire une distinction avec le Québec. Mais le Québec, moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de subconscient là-dedans, dans le sens que c'est pas nous autres qui géraient les affaires, c'est pas nous autres qui faisaient l'argent, c'est pas nous autres qui géraient la business. Puis typiquement, jusqu'à 1950, 1970... C'est la vérité. Si quelqu'un avait de l'argent, c'est parce qu'il avait fourré un Québécois. Ou exploiter un Québécois. C'est aussi simple que ça. C'était le cheap labor, c'est parce que tu avais une usine, c'est parce que tu avais une fabrique, c'est parce que tu avais quelque chose que tu avais exploité des Québécois. Systématiquement, la richesse bourgeoise, c'est de la richesse anglophone qui avait été acquise au détriment des intérêts du Québec. Arrive au travers de tout ça, des caisses, des jardins, des instruments économiques qui vont donner un peu de pouvoir. Référendum de 80, tous les anglophones sacrent le camp à Toronto, les francophones accèdent à des positions de pouvoir dans les banques, dans les institutions. Soudainement, ça commence à changer de bord. Oui, mais après ça... Je pense qu'il y a de quoi de profond dans le Québécois de voir l'argent comme étant un ennemi, un adversaire, quelque chose qui travaille contre toi. Puis quelque chose que... Fais attention, ceux qui l'ont, c'est des... Ils vont probablement tirer avantage de toi à un moment donné. Mais ça, c'est une autre affaire que tu viens de mentionner, que quand on parle de ça, ça fait honte un peu. Après le premier référendum, toutes les compagnies qui ont... Parce que c'était vraiment... Montréal était le vrai... Maintenant, c'est le Toronto, mais le vrai capital du Canada, c'était jamais l'Ottawa. C'était Montréal. Tout se passait à Montréal. Ouais. International, c'était Montréal. Quand ils ont eu peur, ils ont parti. Ils sont allés à Toronto. Toronto, c'était rien comparé à Montréal avant. C'était rien. C'était pas une vraie ville. C'est ce qui s'est passé. C'était au milieu. Maintenant, c'est une hyper ville. Tout le monde parle de Toronto. C'est ça, le capital du Canada. C'est à cause que tout le monde est parti. C'était vraiment Montréal. Sais-tu ce qui s'est passé? Dis-moi. Il y avait le Parlement canadien à Montréal. Les anglophones sont débarqués. Littéralement, les orangistes. Débarqués, crisser le feu au Parlement. Quoi? Brûler le Parlement à Montréal. Là, le monde voyait, on peut pas vouloir rebâtir. Mais ils disaient non, on rebâtit à Montréal. Les Anglais vont brûler une deuxième fois.
Fait qu'ils l'ont déplacé à Toronto. C'est quand ça? 1860. OK, tu parles de... OK. Hey, Seigneur. OK, mais dans le 1800 quelque chose. Ouais, OK. quelque chose comme ça. Mais... Pas dans notre siècle. Non, mais attends, mais c'est quoi qui a donné Toronto sur son itinéraire? Non, mais je veux dire, dans les années 80, Montréal était encore la ville. 1837. Ah ouais, puis- 37-38, c'est avec les Patriotes. ouais, puis 49, excuse. 49, The Montreal Riots. The most spectacular moment. Les pompiers essayaient d'éteindre le feu. Ils arrivaient puis ils perçaient les hausses des pompiers. Ça, c'est drôle. La Bibliothèque nationale a brûlé au complet. Fait que c'est ça. Et évidemment, ils ont développé ça à Toronto. Toronto a pris son allée. Là, il y avait cette dichotomie-là entre les francophones et les anglophones. Ils disaient non, c'est nous autres qui avons le Parlement. Là, vous avez déplacé ça à Toronto. C'est rendu les anglophones qui ont le Parlement. Ils ont tout le pouvoir. Fait que Londres a dit on va le prendre, on va le mettre dans le milieu, à Ottawa. Le Parlement, initialement, était à Montréal pendant des années. C'était ça, la capitale économique du Canada. Puis- Il y a eu d'autres événements par après ça. Non, C'est mais un je veux des dire, points- économiquement, même dans les années 80, c'était le Montréal. Tout se faisait à Montréal. Ouais. C'était après ça, c'était à cause de... Référendum. Ouais, c'était à cause de ça. Mais sinon, c'est pour ça que quand le monde parle de, tu sais, qu'est-ce que ça peut devenir, qu'est-ce que c'était, et tout ça, on a déjà vécu un temps historique où le Montréal, qui y avait les deux langues, était une place internationale, faisait de l'argent. On peut le renverser. Non, ça serait difficile de le renverser maintenant parce que moi, je suis allé à Toronto pendant l'été. Bro, c'est énorme. On peut pas se comparer. Ils ont fait d'autres efforts que nous parce qu'il y avait de l'argent et tout ça, puis nous, on avait d'autres problèmes. Écoute, je peux pas vivre là-bas, c'est trop grand, puis la vie est chère, mais, bro, c'est une ville. Si tu vas là-bas maintenant, puis tu vas vraiment voir la ville, t'es comme, tabarnak, le Montréal, c'est une village comparé à ça. Mais toi, comment tu C'est vois énorme. Moi, j'aime pas ça. C'est pas que j'ai. Moi, Mais je c'est veux bon dire, pour la le question, succès. Moi, j'aime pas ça que je sais que le Montréal, ça devrait être ça. Le Montréal devrait être comme notre Manhattan puis tout ça, avoir des opportunités économiquement Tu fortes. trouves pas que c'est le même? Je Quand suis un je gars de Québec. Moi, vraiment, je vois Non, Montréal de même. Tu le vois comme ça, Ouais. c'est comme ça que moi, je voyais Montréal. Mais quand je suis allé à Toronto, Mike a dit la même affaire que moi. Ça faisait des années qu'il n'était pas là, puis il a dit « Holy shit, c'est devenu une ville. » Tu sais, quand on parle à l'américain, oublie l'anglophone. Pas ça, c'est à l'américain dans le style où c'est grand. Toutes les industries sont là. C'est énorme, ça termine jamais. Tu vois, c'était comme shit, ça c'est une vraie ville moderne. Puis tu vois la différence entre nous puis eux. Puis c'est pas comparable. C'est une autre. Le tiers des habitants de Toronto sont nés à l'extérieur du Canada. Le tiers. C'est incroyable quand tu penses pas des immigrants de deuxième, troisième, quatrième génération qui sont descendants d'immigrants. Non. Ils sont nés à l'extérieur, rejoints, installés à Toronto. Parce que ça te fait un mix assez incroyable et assez divers. Puis ça, c'est pas un problème non plus. Ça, des fois, c'est cool. C'est juste que au Québec, ça serait un peu différent parce qu'au Québec, il y a des aspects culturels que ce serait difficile d'amener quelqu'un de. Mais c'est ça, je veux dire, que, comment tu vois ça? Toi, tu vois ça comme... c'est ça. Moi, je le vois comme un francophone de Québec qui vient à Montréal puis qui a l'impression qu'on est en train de perdre un bout de notre territoire. Ah. Fait que c'est sûr que moi, tout ça, je le vois beaucoup à travers le prisme de la langue. Toute la question culturelle, toute la question de qu'est-ce qui est notre potentiel, qu'est-ce qui est notre problème, qu'est-ce qui sont les solutions peut-être qu'on pourrait appliquer. Mais toi qui es à Montréal, tu parles français, tu parles anglais, tu travailles dans les deux au quotidien. Clairement, ça prend les deux. Ça prend une ville bilingue, ça prend ça. Maintenant, on reconnaît aussi les problèmes qui viennent avec au niveau de la cohésion nationale, au niveau, puis ça, c'est une autre affaire. Qu'est-ce qu'il y a deux Québec? Il y a deux Québec. C'est carrément ça. Tu entends des problèmes qui existent à Montréal qui n'existent pas ailleurs au Québec et vice-versa. Écoute, que ça te convainc quelqu'un de Rivière-du-Loup d'investir en transport en commun, ce que tu lui demandes, c'est de faire un chèque pour un tramway à Québec puis un métro à Montréal. Ouais. On va pas rien construire à Rivière-du-Loup pour lui. Puis on va pas faire passer un train à grande vitesse jusque-là. Mais non. Fait que ce développement économique-là, souvent, est assumé de l'extérieur. Mais écoute, ça qu'est-ce que tu viens de dire? Moi aussi, moi, j'habite pas à Rivière-du-Loup, mais ça me fait chier quand ils font ça au monde parce que c'est notre bureaucratie ici qui ne marche pas. Parce qu'on a assez d'impôts, on a assez de gens qui travaillent ici. Alors, tout ce qui est à faire ici, on devrait le faire avec nos budgets montréalais. On ne devrait pas aller chercher à d'autres villes qu'eux ont leurs problèmes à eux. On devrait faire le contraire. On devrait aider
pour faire des tramways, des trains vite, pour qu'eux ils puissent rentrer à Montréal, travailler. Nous, on peut aller là-bas pour que l'économie se stimule. C'est des affaires comme ça qui m'énervent parce que tu vois, c'est un peu l'incompétence. Même au Canada, ça fait longtemps qu'ils parlent de ça puis ils font jamais. Des high-speed trains de Ottawa, Montréal, Québec, même Toronto. Ça, l'économie va exploser dans une bonne manière si tu peux faire ça. Mais tu vois que ça, il ne met pas beaucoup d'argent, mais on envoie des trillions à d'autres places. On envoie des drones à la Turquie pour qu'ils font la guerre contre les Arméniens, pour qu'ils le tuent. On met de l'argent là-bas pour tuer d'autres mondes. Mais pour aider, c'est les affaires comme ça qui me rend... Tu sais, le monde est comme « Ah, Panther, c'est toujours contre le gouvernement. » C'est pas vraiment que... Oui, mais c'est à cause de qu'est-ce que le gouvernement fait. Non, mais je veux dire, c'est pas le gouvernement en général, comme je veux pas de gouvernement. Moi, je suis un gars qui aime ça, les lois, qui aime... C'est juste que ça doit faire du sens, puis je suis pour un gouvernement qui marche. Mais quand ça va contre ton peuple, quand ça va contre ton économie, quand à l'international, le monde rit après nous, mais non, je peux pas supporter ça. Je peux pas, juste parce que c'est le gouvernement, mais non. Mais c'est là qui est encourageant, à la limite. Moi, quand je te parle de... Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression que la politique canadienne avait arrêté de répondre. Comme si... C'est comme un cadavre que tu donnais des coups de bâton, il n'y a rien qui se passait. Fait que là, tu avais, par exemple, un certain nombre de scandales, d'éthique, d'utilisation des fonds publics à travers le gouvernement Trudeau, des histoires de copinage. Aucune réponse. Là, tu avais eu pendant un bout là, des histoires assez sérieuses aussi à l'intérieur du parti, comme quoi il y avait de la dysfonction, comme quoi le gouvernement fonctionnait mal. Tu as eu le scandale d'Arrive-Can récemment. Oh, ça ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Puis sur l'immigration, c'est vraiment la première fois que je ne comprends pas ce qui se produit en ce moment. C'est ces nouvelles qu'on voit passer depuis un méchant bout là, par rapport à les problèmes qu'on avait introduits vis-à-vis le logement, vis-à-vis le discours. Et systématiquement de même à travers toutes les institutions. Là. Tu vas parler au ministère de la Santé, tout le monde qui sont là, oh, on est saturé, guys, on n'est pas capable de donner le service qu'on devrait donner à ces nouveaux arrivants-là parce qu'on n'a pas les lits, on n'a pas les ressources humaines, on n'a pas l'argent, on n'a pas les... Pour une minute, imagine ces personnes-là. C'est ça qui me fiche. Ça me rend triste. Tu es un nouveau immigrant. Tu vas à un pays pour une opportunité parce que tu viens d'un pays de merde, tu avais des problèmes, tu es comme « Oh, fuck, je vais être à Montréal, ça va être fun. » Tu viens ici, on ne peut pas t'aider. Tu parles même pas de langue, c'est difficile, t'as pas d'amis, t'essayes de faire de quoi, ça doit être horrible. Ça doit être horrible, puis c'est comme si on s'en fout, on rentre, alors c'est une victoire pour eux. C'est pas une victoire, bro, tu dois aider. Si tu veux vraiment aider le monde, tu dois les aider. C'est pas juste dire, ouais, rentre, puis c'est à toi maintenant quand rien ne marche ici. Rien ne fonctionne pour nous, puis nous, on sait comment ça marche. Puis on a des difficultés ici. Imagine, tu viens ici, puis tu sais même pas comment ça marche, puis on t'aide pas. Le pire, là, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu une fonction du multiculturalisme, ça, là. Que de dire comme on respecte tellement ta culture, ton identité, quitter, puis on veut tellement que tu nous amènes ça tel quel, sans aucune nuance ni modification, qu'à partir du moment où le gouvernement fait comme « keep your hands off », on va pas essayer de te guider vers un emploi, on va pas nécessairement essayer non plus d'intégrer à la société d'accueil. J'ai l'impression que ce multiculturalisme vient aussi à créer cette inhumanité envers les nouveaux arrivants, puisqu'on dit que l'intégration, ce serait un geste de rejection de sa culture. Je sais pas si tu comprends. Ah, peut-être de c'est dire ça. Que de l'intégrer, puis d'aller chercher, puis d'aller faire des efforts, de montrer la culture québécoise, puis viens, on va aller voir un film de Villeneuve, puis viens, on va aller voir... Ça, ce serait, d'une certaine manière, de l'exclure de sa propre culture puis de dire « rejoins la nôtre ». Je sais pas c'est quoi la raison, puis peut-être c'est ça. Si c'est ça, honnêtement, man, c'est triste, c'est méchant. Moi, je sais déjà qu'en microscopique, on va dire quelqu'un de nouveau dans la loge, au bordel, nouveau humoriste, on va pas l'exclure. Tout le monde, tu vois, va être « Hey, viens, tu sais. » Puis on veut t'apprendre comment ça marche ici. Puis c'est ça que tu fais. Non, tu vas trouver, c'est quand que tu dois descendre. Non, non, c'est quelque chose que tu devrais savoir. Mais c'est ma première fois ici, je sais pas exactement comment ça marche. Tu peux pas être comme ça, même au niveau microscopique. Alors imagine macro quand il y a des gens qui ne comprennent rien de comment ça marche, puis ils essaient d'aller pour trouver de l'aide, CLSC ou whatever. Puis déjà là, c'est l'enfer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est méchant. Tu rends le monde triste, puis moi, je peux voir pourquoi quelqu'un vient ici, puis après, comme, OK, je dois partir. T'as raison. Puis la réputation du Canada est en train de paître à cause de ça. À cause de ça, ouais. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui sont comme là, qu'est-ce que ça dit au Canada? Je pense que j'en entends parler de... Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais te dire une anecdote. Ça fait pratiquement un mois de ça. Je suis allé au Canada Post, j'avais quelque chose qui est arrivé pour moi, alors je suis allé chercher au Jean Coutu. Puis il y avait une madame en avant de moi. C'était une vieille madame, mais je veux dire vieille, là. Puis elle parlait pas anglais, français très bien. Elle essayait en français, pas en anglais. Moi, je voulais voir si elle parlait anglais mieux, mais elle était mieux en français. Mais c'est juste, je pense qu'elle était arabe. Elle essayait de son mieux. Puis la madame, au Canada Post, c'est pas sa job, c'était pour renouveler sa carte médicale. Puis
Puis il dit, je sais pas quoi faire, il m'a envoyé ça, puis ça ne marche plus. Puis la madame à la caisse, comme, je sais pas, madame, elle appelle ce numéro-là. Voilà. Puis la madame était comme ça, elle savait, c'est où le numéro? Alors moi, je dis, une instance, puis je vais à côté, je dis, écoute, je lis qu'est-ce qui est écrit. OK, on va appeler le numéro. Oh non, ça, c'est pas ton adresse, ça, c'est l'adresse où tu dois aller. Tu sais, on va la mettre dans un taxi pour l'amener là-bas. Mais la madame à la caisse, elle s'en foutait, comme whatever, tout ça. Je comprends que c'est pas sa job, mais je veux dire, ça arrivait dans un Jean Coutu. Cette madame-là, ça fait des années qu'elle habite là, elle essaye de son mieux. On a juste envoyé une lettre pour la dire. Moi, j'ai lu la lettre. C'est expiré, tu dois venir à tel endroit, mais pas d'autres détails de pourquoi c'est expiré. Tu me dis que c'est expiré, tu me dis pas d'avance. Tu vois le nom de la madame, puis elle a fucking 80 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'aider. Avant, on faisait ça, on aidait le monde. Le ciel est allé. Maintenant, on ne peut plus le faire. Alors, j'ai vu cette madame-là, puis même à ça, je dis, OK, je viens de l'envoyer là-bas, je l'ai aidé jusqu'à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'elle va faire après ça? Si au CLSC, c'est comme aux gens coutus, hey, écoute, on n'a pas le temps pour toi, man, débrouille-toi. Puis tu penses que ça va avoir quoi sur l'impact de la cohésion sociale, ça? Moi, c'est ça qui me fait extrêmement peur, parce que toutes les sociétés qui ont vécu ce genre de retour de flamme-là, où on a eu une immigration de bonne foi, des gens vraiment, c'est un gros malentendu. Là. Si tu regardes par exemple la France, l'Allemagne, moi je me souviens d'Angela Merkel qui disait « on est capable, on peut le faire ». Dans ces mots-là, en allemand, on peut le faire. Et c'est de convaincre les Allemands de dire on peut accueillir 1 million de Syriens. Ah ouais. C'est notre responsabilité de le faire à cause de ce qui se passe en ce moment, à cause de la catastrophe qu'ils sont en train de vivre de leur côté. On ne va pas essayer d'arrêter la guerre. Non, ça, c'est pas une option. Puis l'idée, c'était on peut. On est l'Allemagne. Là. On a de la place, on a de l'argent. On est des humains, toute la gang. Historiquement, on n'est pas vraiment les plus gentils envers les immigrants, mais... Il y avait, oui, un peu une certaine allusion indirecte à ce passé historique-là, tu sais, à l'héritage, au bagage historique de l'Allemagne, comme dire, regarde, on a un effort à faire pour comme l'avancement de l'humanité puis l'amour de notre prochain. Fait que ça, ce pitch-là, quand je veux dire, ça a été un énorme malentendu. C'est que l'intention était bonne. L'intention des Français, l'intention de la France, l'intention de l'Espagne, de l'Italie, personne s'est lié à un gouvernement d'extrême droite d'emblée. Là. Tout le monde a commencé par dire « Ben oui, ça n'a pas d'allure ce qui se passe. Ben oui, puis on va faire notre possible, puis on va faire... » Et l'expérience, par la démesure, par l'exagération, par la négligence, la complaisance du gouvernement, par le manque d'intégration, par le cacophonie générale, par le manque de cohésion sociale qui est venu, ça a créé un retour de flamme. Qui fait que le monde, si tu vas en France, ils ont l'impression que leur pays n'a plus de contrôle. C'est sorti, c'est irrécupérable, c'est terminé. Et on va t'identifier parmi les problèmes qui ont causé la perte de la France, l'immigration massive et sans contre-vérification. On va l'identifier. Aujourd'hui, on est prêt à le faire. Si tu regardes puis ça, c'est encore là, c'est encore très controversé à dire, c'est encore très controversé à faire en France. Tu vas en Italie, on s'est lié à une Giorgia Meloni qui promet des déportations, qui promet de remettre le monde dehors. Si tu vas voir en Allemagne, l'AfD qui reprend de la force, qui est en ce moment le parti le plus populaire et qui mène les sondages nationaux en Allemagne. Oui, mais t'as vu pourquoi? Moi, je regarde qu'est-ce qu'ils font les Allemands parce que j'ai toujours peur d'eux. Parce que 2 fois, ils ont essayé de détruire le monde. Alors, ils disent parce que sinon, dans, je pense, 10 ans, la majorité des gens qui peuvent voter et ont le pouvoir, c'est des Turcs. Ils disent on va perdre le pays aux Turcs, puis moi, je lis beaucoup comme ça. Mais le pire, c'est que ça peut effectivement avoir un impact... Mais ça peut quand même arriver parce que... Démocratique, éventuellement. Là. Oh, oui. Mais c'est ça, la démocratie. Exact. Alors, tu vois ça, puis comme... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas renvoyer des gens qui habitent là-bas, qui sont nés là-bas? C'est là que ça me ramène à mon point, à dire tu peux pas remettre le dentifrice dans le pot. Et c'est là qu'il est important de le voir pendant qu'on est dedans, là, qu'on voit qu'on a un certain nombre de problèmes, puis qu'on ne veut pas arriver là. On ne veut pas en venir comme les Allemands, à voir que notre premier parti, c'est un parti qui promet des déportations. On ne veut pas arriver comme les Français, où l'extrême droite est en train de reprendre du territoire, en France, où tu as des manifestations constantes, où Rassemblement national regagne aussi du terrain. Tu ne veux pas te ramasser, où là, le Parlement européen, l'extrême droite est en train de faire des gains aussi, où là, tu t'en vas en Italie, en Espagne, ou anywhere, puis tu as à peu près le même portrait. C'est ça le retour de flamme que moi, ça me briserait le cœur. Parce que tu m'as fait penser en ça en disant c'est méchant ce qu'on fait. Attends, t'as rien vu. Ce qui est méchant, c'est pas de les faire venir puis de pas s'en occuper. Ce qui est méchant, c'est de les faire venir, pas s'en occuper, qui sont dans la marde, qui essaient de se démarder, qui tombent dans la criminalité, qui vont prendre d'autres moyens, qui vont se communautariser, former des communautés, essayer de s'entraider, puis que là, on va se mettre à les haïr, puis là, ça crée tout votre camp, puis pourquoi vous êtes venus? Ouais. Ça, c'est méchant. Puis c'est inévitable si on continue. De pas s'en occuper,
C'est une affaire. C'est un manque de devoir. Puis oui, c'est méchant, maudit, mais c'est après ça d'avoir l'hypocrisie, de mettre la blâme sur eux. L'audace, comme dire, tu t'es pas intégré, puis on les aime pas, les immigrants. Puis ouais, mais c'est parce qu'on a eu un modèle qui a fonctionné pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce qu'on tombe dans l'excès, jusqu'à ce qu'on tombe dans l'abus, jusqu'à ce qu'on tombe dans des chiffres qui dépassaient la capacité d'accueil. Puis ça, c'est pas un concept qui a inventé une capacité d'accueil, là. Ça m'a amené, tu construis combien de logements, là? Ton industrie de la construction, t'as combien de gars de la construction avec un grand G? En as-tu 20 000, 100 000, 500 000? Ça a pas mal un lien direct avec ta capacité de construction par année. Maintenant, combien de clous qui tapent dans une heure? Combien de planches de bois qui peut te coucher? Combien qu'il y a maintenant? Il y a une mathématique. Fait que là, c'est quoi notre capacité d'intégration? Voici la croissance du nombre de logements. Voici la croissance de la population. Oups! Ça prend pas n'importe qui là, pour se dire, OK, il y a une inadéquation à ces deux choses-là. Un des premiers points qu'on pourrait faire pour régler la crise du logement, faire une adéquation justement entre le nombre de logements construits chaque année, l'offre de logement, puis les nouveaux arrivants. De dire ça doit être plafonné. Il n'y a pas de problème, on peut en avoir 100 000 de plus, mais tu me construis 100 000 logements de plus. On ne peut pas. Sinon, chacun qui agrandit ce déficit-là, t'agrandis le déficit de logement. T'aggraves la crise du logement et c'est eux les principaux à payer le prix de ça. Parce qu'ils arrivent dans un pays avec lequel ils doivent se choisir un logement, justement. Puis que moi, ça fait 5 ans que je suis en même place. Puis que mon loyer a monté, mais il monte à coût de 40, 50 pièces par année. Puis à un moment donné, tu t'assois dessus, puis tu le ride out. Viens joindre le marché. Qui le paye le plus? C'est les nouveaux arrivants. Ouais. C'est ceux qui viennent s'installer, puis c'est ceux qui n'ont pas le crédit pour s'acheter une maison, puis c'est ceux qui sont obligés d'être locataires pendant des années. C'est eux autres qui payent ce prix-là. Fait que moi, c'est de ça que j'ai peur. C'est qu'attends dans 5 ans, dans 10 ans, que là, la guerre des gangs est pognée à Québec, puis que là, les Hells pognent les gangs, puis là, Et attends un peu, là, que le monde commence à faire des associations, puis qu'ils décident que c'est à cause de ci, puis c'est à cause de ça, puis que c'est à cause notamment de l'immigration, comme on le fait en Europe. C'est à cause de ça? Peut-être pas. Mais c'est ça qu'on a identifié assez vite. Puis moi, j'ai peur que c'est ça qui arrive ici aussi. Qu'on se ramasse à identifier les immigrants comme étant les voleux de job. Puis là, on en parlait dans le dernier podcast. Qu'on se disait, ça fonctionne, ce modèle-là, quand tu as de la job pour tout le monde. On n'a pas l'impression, personne ne s'est fait voler une job par un nouvel arrivant. On a l'impression qu'ils sont un complément, qui ajoute à notre mix d'emploi, puis que tabarnouche, on a un plus grand potentiel économique grâce à eux. C'est un plus, pas un moins. À partir de ce moment, tu dis non, on a un pool de jobs limité. On est trop déjà pour ce pool-là. Puis vous en rajoutez des nouveaux qui viennent voler dedans. C'est là que tu commences à avoir de l'anxiété, puis de l'anxiété profonde. Là. Puis du ressentiment envers ces gens-là, puis des regards méchants, puis c'est là que ça commence pour vrai. Quand tu as appliqué, justement, une solution permanente à un problème temporaire. On disait, hey, l'immigration massive, qu'est-ce que vous voulez dire, là? C'est quoi? Comme si on voulait... On niait les paramètres, les vertus de reconfiguration sociale profonde qui ont à l'immigration massive. De dire, ça a un impact sur la société, ça a un impact sur tout. On évacuait ça pour juste rester sur quoi? On a une pénurie de main-d'œuvre, guys. On n'a pas le choix. La chambre de commerce demande... Là, on va te passer en entrevue le gars de la chambre de commerce. Ah oui, on a besoin de nouveaux travailleurs. C'est sûr, évidemment. Sa job à lui, c'est de déprécier les salaires vers le bas. Ouais. C'est sa job. Il est directeur d'une chambre de commerce. Il veut pas payer 20 000 de plus parce qu'il y a un marché de l'emploi serré. Puis il veut pas aller chercher des gains de productivité. Ben oui, il va engager le Salvatorien dans sa cuisine de Saint-Hubert. Ben oui, évidemment, qu'il espère que le gouvernement va lui donner le droit. Fuck you, si ça crée une crise de logement. Va chier. Fait que c'est ça que moi, j'ai peur qu'on en arrive à un point comme ça, où le ressentiment envers ces politiques-là, le ressentiment mène à quoi? Mène à... On donne un coup de volant dans l'autre direction. Et là, soudainement, oublie ça, là, Poilievre, c'est quoi qu'il dit, Poilievre? Il dit, oui, il y a une crise de logement, telle affaire, mais il veut garder le même nombre d'immigrants. Va chier, Maxime Bernier d'abord. C'est de même que tu te ramasses avec ça. C'est quoi ces politiques maintenant? Il dit quoi, Poilievre? Parce que je pense qu'il va gagner, parce que Trudeau perd à chaque jour. Oui. Poilievre, il est très différent de Trudeau sur toutes les questions de fiscalité, toutes les questions de déploiement des fonds du gouvernement, comment que l'argent sera investi. D'une bonne manière? Ouais, ça dépend de ton idéologie là-dessus. Moi, idéologiquement, je suis plus à droite sur les questions économiques. Fait que c'est sûr que moi, l'interventionnisme du gouvernement, j'en veux le moins possible. Je n'aime pas qu'ils se mettent la main dans le marché. Fait que moi, ces idées-là, ça me plaît plus. Maintenant, il y a un certain nombre de paramètres avec lesquels tous les grands partis canadiens doivent composer à part le Bloc, qui est justement le mix démographique, que tu ne peux pas être élu comme gouvernement libéral ou conservateur sans l'appui massif des communautés culturelles. Ouais.
Tu as besoin, notamment en Ontario, près de Toronto, notamment en Colombie-Britannique, près de Vancouver, tu as besoin des communautés sikhes, indiennes, chinoises. Tu as besoin en Ontario, sikhes, indiens, chinois, même affaire. Tu as besoin, oui. Mais eux aussi, ils aiment ça, moins de gouvernement puis plus de business. Alors, je pense que c'est bon. Exact. Et tu as tout compris. C'est pour ça que je te dis, ils ont un certain nombre de prérogatives aussi conservateurs, qu'ils peuvent parler pour la fiscalité, ils peuvent parler pour être contre l'avortement. Ça, c'est des points qu'avec les communautés culturelles, c'est très fort. On voit ça aussi aux États-Unis. Souvent, les Latinos vont être les plus religieux, vont être les plus contre l'avortement, les plus pour les valeurs traditionnelles, pour le mariage traditionnel. Très, très, très traditionnalistes, conservateurs, vont voter républicain, paradoxalement, qu'on pourrait associer à un peu plus des idées opposées aux immigrants. Eux, au contraire, le voyaient plus comme une inscription, une continuité de leur idéologie. Ah. Si tu regardes au Canada, ça ressemble un peu à ça aussi. Tous les immigrants, c'est con de dire ça, la plupart des immigrants de ces pays-là vont avoir effectivement une réticence à dépenser l'argent du gouvernement un peu n'importe comment, puis parce qu'ils viennent d'un pays où la prospérité est limitée. Parce que les ressources, écoute, tu fais attention à ça, puis tu ne gaspilles pas ça n'importe comment, évidemment. Et aussi, il y a bien sûr le fait que c'est ça, les valeurs conservatrices. Quand tu viens d'un pays où d'être homosexuel, c'est pas acceptable. C'est sûr que le parti qui fait une promotion le plus explicite et flagrante de ça, eux, ça peut des fois les froisser un peu. Si tu regardes avec des communautés, par exemple, en Amérique latine, il y a des comportements qu'on va voir dans la gauche qui ne sont pas acceptables ou qui sont considérés comme étant dépravés ou comme étant... Même chose avec ceux qui sont dans les anciennes républiques socialistes soviétiques. Tous ceux qui ont vécu le communisme, les Cubains aussi, ceux qui ont vécu Cuba... Ils ne veulent rien savoir du socialisme. Fuck off avec ton... Hey, ils veulent pas en entendre parler. Ils savent où ça va, ils savent à quel point ça peut dégénérer. Ouais. Ils ont vécu l'abus du pouvoir. Ils ont vécu quelqu'un qui a abusé d'une fonction. Fait qu'après, ils sont comme non, on t'en donne le moins possible des fonctions. Ouais. Je suis avec eux. C'est ça. Fait que les conservateurs, par extension, ne peuvent pas vraiment arriver et dire moi, là, l'immigration, puis parlant négativement de ça, ils peuvent nuancer la position de Trudeau, ils peuvent arriver un peu plus. Mais tu peux surtout pas au Canada être identifié comme le parti anti-immigration. Mais non, ce serait faux. Fini, instantanément, c'est terminé. Puis t'as même pas besoin d'être une partie comme ça, parce que finalement, ce problème-là, qu'on a trop de personnes mais pas assez de logements, ça existe déjà. Ouais. Tu vas pas renvoyer des personnes qui n'ont rien fait de mal. Fait que l'approche que vont faire les conservateurs, c'est de dire, on construit. On construit. Puis en plus, moi, je pense, ils doivent faire quelque chose avec les impôts. On doit couper les impôts parce que personne n'a de l'argent. Veux-tu que je te l'explique? Ouais, dis-moi. Tu n'aimeras pas ma réponse. Je sais, mais au moins, toi, tu dis la vérité. On décide pas. C'est quelqu'un qui m'a expliqué ça, puis j'aimerais ça y rendre hommage, mais je me souviens plus c'est qui, tabarnouche, que je trouvais ça bon comme explication. Puis j'aurais dû penser à ça avant. On n'a pas le choix. À cause qu'on est tellement proche des États-Unis, on a un accord de libre-échange avec les Américains. Donc, nous, si tu mets un taux d'imposition à 12 % sur nos entreprises, puis que c'est 10 aux États-Unis, toutes nos entreprises crissent le camp de l'autre bord de la frontière pour sauver 25 millions par année sur leur installation. On ne peut pas corporativement, donc, imposer une charge fiscale bien plus grosse que les Américains. C'est quoi l'avantage de venir au Canada? Tu disais tantôt, on écoute la même musique, on a le même territoire, on a la même composition, la même infrastructure, on a les mêmes routes à peu près, on chauffe à gauche. Il n'y a pas de gain pour Apple de venir construire au Canada ou aux États-Unis. Libre-échange, ça veut dire c'est le même territoire. Maintenant, on n'est pas aussi riches que les Américains, nous autres. Puis nos entreprises qu'on taxe à 10-12 %, qu'on devrait en fait taxer à 20, 25, 30 comme le font certains pays européens, parce qu'on a un modèle européen. On a une fiscalité européenne. Moi, je pense qu'on devrait les taxer moins. Ben là, c'est là qu'on arrive. Je te dis que nous autres, le Canada, on devrait les taxer à peu près au niveau des États-Unis. On n'a pas les moyens, après ça, de financer nos services publics. Mais qu'est-ce que ça fait? On va le prendre dans les poches du monde. Et c'est pour ça que si tu vas au Canada, au Québec particulièrement, tu vas avoir l'impôt sur les particuliers gigantesque parce qu'on ne peut pas imposer nos entreprises. Parce que si tu les imposes demain matin, ils sacent tout le camp aux États-Unis. Fait qu'effectivement, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus que la logique, c'est qu'on ne peut pas vraiment toucher aux impôts aux entreprises. Puis au Canada, les impôts aux entreprises sont assez bas, pareil. Là. C'est 10 %. C'est dur d'être plus bas que ça, honnêtement. 10 ou je ne me souviens plus avec les charges sociales, mais ça revient pas grand-chose, les impôts entreprises. Et tu es capable d'en évacuer beaucoup, puis tu es capable de jouer dans tes affaires, puis les compagnies s'arrangent pour réinvestir, puis ils s'arrangent. Les particuliers, par exemple, que là,
drainent une grosse partie de la richesse des poches du monde, qui des fois n'ont jamais d'entreprise de leur vie, parce qu'on ne peut pas imposer nos entreprises. Qu'eux autres vont faire de l'évitement fiscal, qu'eux autres vont optimiser leurs affaires, qu'eux autres... Oui, mais j'ai une question pour toi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'excuse, c'est qu'on a besoin de prendre tout cet argent-là des personnes parce qu'on a nos projets et tout ça. Mais ça veut dire qu'on ne gère pas l'argent bien parce que pourquoi il y a d'autres places? On a un système comme la France, mais on a les moyens des Américains. Au sens où on veut avoir un système providentiel, avec un système de santé gratuit, avec ci, avec ça, avec tout ce que tu peux imaginer, avec des semaines de vacances, avec... Mais on taxe comme les Américains nos entreprises. Si on veut faire ça, il faudrait qu'on fasse comme les Français. Puis qu'on taxe les entreprises à 30 %, puis qu'on taxe le monde à 50 %, puis qu'on aille chercher, puis tout l'argent est taxé. Fait que là, t'as un gouvernement de providence. Tu sais, qu'est-ce que je comprends? Pourquoi est-ce qu'on est si contre une idée de... On fait plus à l'américain, Texas, on va dire, où... tu sais, quand tu achètes quelque chose, oui, c'est taxé, mais tout ça, mais les personnes ne sont pas vraiment taxées. Eux, ils ont plus de pouvoir dans leur poche. Alors, à cause qu'eux, ils ont plus de pouvoir, puis ils peuvent acheter plus, ils n'ont pas besoin que le gouvernement les aide à chaque chose. Ils peuvent avoir leur propre assurance. Ils peuvent faire... C'est ça que je dis. C'est comme si tu rends le monde incapable d'avoir leurs propres affaires, leur propre assurance. Et là, comme je dois t'aider, alors je dois prendre... C'est l'État-providence. Ça, c'est de la philosophie politique, c'est la science politique du Québec. Vraiment, c'est à se demander pourquoi le Québec est plus latin dans son approche, si on veut. Parce que c'est des traits très latins, ça. La politique, le gouvernement va s'en occuper. Non! On va demander au gouvernement, puis il y a quelque chose là-dessus qui devrait peut-être trouver un moyen de faciliter. Là, on a une crise de logement. Qu'est-ce que le gouvernement... Peux-tu construire des logements? C'est comme le premier réflexe tout le temps, plutôt que de dire, peux-tu enlever des règles? Peux-tu essayer de faciliter la construction pour les entrepreneurs? Moi, je pense que ça découle beaucoup justement de l'instinct latin et de la France très particulièrement. Il y a la question de l'administration publique, de comment on voit le gouvernement. On le voit beaucoup plus comme une réponse à nos problèmes que comme la source des problèmes. Si tu regardes... C'est le modèle d'État qu'on a choisi de construire. Aux États-Unis, par exemple, la valeur première, c'était la liberté. Nous autres, c'est plus l'égalité. On peut voir ça comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui a causé ça? On peut revenir un peu à tantôt, je pense, par rapport à ressentiment subconscient contre l'argent, ces affaires-là, là, que... Il y a peut-être au Québec, oui, cette espèce d'impression que... on est désavantagé, que le gouvernement doit faire quelque chose, doit aider, que les... Encore là, je pense que la valeur principale, c'est l'égalité plus que la liberté. On tient plus à l'égalité que la liberté. Puis ça, c'est un trait qui est philosophique plus que politique. Oui, parce que même l'égalité, la manière où on l'amène ici, c'est pas vraiment l'égalité. Parce que l'égalité devrait être, moi, toi, Marie-Pierre, on fait le même travail, on se fait payer la même... Ça, c'est égalité. Mais égalité de dire que toi, tu travailles 70 heures, Poseidon ne veut pas travailler, mais on doit s'assurer qu'il fait de l'argent comme toi. Ça, c'est pas l'égalité, ça, c'est fou. Ben, c'est l'égalité des chances. L'égalité des résultats, pardon. Equality of outcomes. C'est ça. Moi, je veux l'égalité des chances. C'est ça que je veux. Ouais. Que des opportunités. Une égalité d'opportunités que tout le monde au Canada, tout le monde au Québec... Et là, ben, la gauche, là-dessus, va rentrer et puis dire, tu sais qu'on n'est pas tous identiques. Puis tu sais que, par exemple, si un personne X a un QI à 130 puis l'autre a un QI à 85, on peut pas lui donner les mêmes opportunités. C'est pas ça, l'égalité. Non, mais il peut pas avoir les mêmes opportunités, mais il peut pas avoir les mêmes résultats non plus. C'est ça, moi, je veux aider quelqu'un qui a besoin d'aide. Puis besoin d'aide, c'est pas parce que tu as besoin d'avoir les mêmes richesses. Comme moi, je peux pas sortir et dire « Hey, moi, je fais une podcast, je suis humoriste, je devrais avoir les 100 millions comme Joe Rogan. Je peux pas dire ça parce que lui a une autre plateforme. Les cas d'écoute sont différents. La seule chose que je veux, c'est l'opportunité de créer quelque chose de similaire. Et là, moi, je vais avoir des résultats différents. Moi, je veux aider le monde. Par exemple, lui, il manque une jambe ou il a un déficit intellectuel. Moi, je veux payer pour que lui, il puisse vivre, il peut être heureux. Ça, je suis down pour ça. Mais je ne vais pas payer pour que lui, il ait 100 millions de dollars comme là. Ça n'a pas d'allure. C'est ridicule, ça. Puis ça peut jamais arriver. On peut jamais atteindre cette égalité-là. C'est impossible. Sinon, s'il n'y a pas de différence, bien, personne ne va travailler. Non, absolument. Mais l'idée là-dessus, c'est vraiment ça, c'est de dire qu'on peut revenir au terme sur l'inégalité. C'est dans le fond la notion là-dedans, de dire qu'il y a trop d'inégalités. On l'entend souvent. C'est-à-dire qu'il faut réduire autant que possible les inégalités entre le plus pauvre, le plus vulnérable de la société et le plus riche. Fait que là, c'est là qu'on arrive à dire, ben dans le fond, il faut faire quoi?
faut prendre à lui, redistribuer vers le bas de l'échelle. Mais clairement, ça ne marche C'est ça pas. la définition de l'égalité, comme Mais- nous autres on a fait, c'est de dire, lui en a trop. C'est pas l'égalité des chances, tu comprends? C'est comme vraiment l'égalité outcome, c'est de dire, he has way too much. C'est Mais pas c'est juste, pas à on va moi le de prendre, décider ça on ou va à toi. distribuer en bas. Ben Mais là, puis c'est on la voit que ça société. ne marche pas parce qu'on a essayé ça fait des années, puis ça ne marche C'est pas. là que je te dis, moi, je pense que ça vient de notre identité nationale. C'est que nous autres, on a tout le temps été abusés par tout le monde. C'est jamais nous autres qui l'avaient l'argent. Fait que l'identité politique que tu crées, puis que toi, ton argent, t'as reçu par la péréquation. Ton gouvernement, c'est essentiellement une sangsue à la botte du gouvernement canadien. Les souverainistes vont me détester de dire ça, mais quand tu reçois un chèque de plusieurs dizaines de milliards de dollars, c'est de ça dont on peut parler. Oui, on reçoit un chèque. Oui, la mentalité politique que ça crée, les gouvernements qu'on se compose, l'idée qu'on a, ce qu'on élit, ce qu'on recherche, c'est des quêteux de nature. C'est des distribueurs de chèques de nature, tu comprends? C'est du monde qui sont habitués à regarder dans l'autre direction pour trouver de l'argent tout le temps. Parce que nous autres, on a grandi comme des employés. On a grandi comme des travailleurs d'usine. C'est ça l'identité du Québec. On était dans le fond des fabriques dirigées par des anglophones. Fait qu'après ça, t'arrives et tu me dis, là, il manque d'argent. Notre premier réflexe, c'est jamais d'aller la trouver. Là. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a, puis c'est pas nous autres. Alors, quelqu'un quelque part qui l'a, qui va nous la donner. Québec nous la donne. Le Québec en a plus. Le Québec demande à Ottawa. Fait que ça, je me demande, moi, c'est ça. Il y a un peu de latin, du fait que c'est notre identité très française, très gouvernement, là. Puis j'en ris avec mon audience française tout le temps qui me dit « Hey, commente les dossiers des agriculteurs. Là, il faut que tu me parles des agriculteurs. » Je dis « Guys, là, c'est des agriculteurs. Là, 2 semaines, c'était Noah. 2 semaines avant, c'était les Gilets jaunes. 2 semaines avant, c'était vos pensions. 2 semaines avant... S'il fallait qu'on parle de la France à chaque fois, vous flippez un char de police, on n'en viendra pas à bout, là. Mais c'est un peu ça, c'est cette culture politique-là est très forte de comme regarder dans la direction du gouvernement, à dire ça marche pas, trouver une solution. Mais c'est-tu faisable de changer le gouvernement comme, dans une manière comme ça? Parce que moi, je vais donner une anecdote. Tu le connais pas probablement, mais c'est un de mes amis, c'est un humoriste, il s'appelle Abdul Butt. Lui, il vient de Montréal, il vient de Châteauguay. Ses parents sont d'origine pakistanaise, c'est un humoriste podcaster. Il était ici toute sa vie. C'est son frère qui fait la chronique sur Showm FM, Bilal Butt. Alors, Abdul, il était ici. Il travaille même pour This Hour Has 22 Minutes. Tu te souviens de ce show-là sur CBC? Ouais. C'est lui le gars qui était fâché après lui parce qu'il est allé niaiser Bill Cosby. Puis il a dit, tu peux pas faire... Anyways, tu peux pas niaiser Bill Cosby. Mais lui, il avait parti. Il est allé à Los Angeles avec sa femme. Même quand il dépassait la frontière, le gars à Vancouver lui a dit, l'Américain, tu viens de Québec? Il dit oui. Alors, tu sors d'une province qui est la plus taxée au pays pour aller dans l'État le plus taxé aux États-Unis? T'es sérieux, bro? Tu déménages pourquoi? Il dit non, pour des opportunités. Alors, il vivait là-bas pendant des années, jusqu'à la pandémie. Après, c'est le bordel. Puis, c'était vraiment dur de dire. C'était vraiment proche. Il disait, je ne vois pas autre que le climat. C'était beaucoup proche au Québec. Il voyait des similarités. Alors, il ne voyait pas une grande différence. Il retourne, il est ici pour comme 2 ans maintenant après la pandémie. Il voulait être proche de sa famille et tout ça. Il a déménagé à cause qu'il avait son green card, puis il est allé à la Floride. Il a fait une podcast, puis il disait je pouvais pas croire la différence parce que moi, j'ai un concept dans ma tête des Florides. Tu sais, les gens Florides, c'est des cons, c'est des imbéciles. Il dit bro, j'ai commencé une side business on vend des bicyclettes, puis des bicyclettes mécaniques, puis il dit j'ai dû acheter une autre place plus grande parce qu'on avait trop de business, moi et mon ami. Le monde, là, il veut vraiment, le gouvernement, il te laisse quand tu es une business, tu sais, créer une business, payer tes employés, ils te taxent moins. Ouais. Alors, le monde a plus d'argent dans leur poche, ils te laissent du pourboire pour des jobs comme ça. L'économie marche, le monde est plus heureux. Les Cubains ne veulent rien savoir du socialisme là-bas. Tu me disais que tu arrivais du Texas. Texas, Arizona, Florida. Those are the baller states, là, en ce moment. Là. Ouais. C'est ceux qui ramassent tout le capital. C'est vraiment les États qui ont adopté ça. Quand on dit le capital vote aussi. Là. L'argent vote. Là. Mais je vois ça. Ils vont installer leur entreprise. Puis où est-ce qu'ils vont? Fait que là, je me disais, est-ce qu'on peut changer le gouvernement? On va revenir à ta question. Bonne question, mais on vient toucher un peu à ça. Mais non, le point que je veux faire, c'est que quand j'étais au Texas, puis la première fois que j'avais vu au Texas, ça fait des années où j'étais là, puis j'avais vu quelque chose puis qui m'intéressait. Il y avait des gars que nous, moi puis toi, des Québécois en général, peuvent considérer comme un peu des imbéciles. IQ 90, quelque chose comme ça. Mais c'était des millionnaires avec des parce qu'ils travaillaient.
Puis moi, je sais que le main-d'œuvre québécois, je ne vais pas parler au Canada parce que je ne sais pas, mais je sais à Montréal puis au Québec en général, c'est une main-d'œuvre vraiment haut niveau. C'est pour ça qu'on avait plein de studios, de studios de jeux vidéo et tout ça. Les Québécois, ils sont éduqués, ils ont des connaissances qui peuvent offrir que le monde veut ça. Alors moi, je voyais ça, puis je dis, tu me dis qu'il y a des gens qui ne peuvent pas parler, ils ne peuvent même pas parler anglais. Et puis ils vivent à Texas, c'est juste des imbéciles, c'est des millionnaires, ils ont des opportunités. Puis au Québec, une bonne partie de nos main-d'œuvre qui travaillent bien, qui sont intellectuels, ils ne peuvent pas payer leur loyer certains mois. Ils n'ont pas assez d'argent pour prendre des vacances. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Clairement, notre système ne marche pas pour eux. Le plus smart que tu es, ça ne t'aide pas vraiment parce que les opportunités sont limitées, parce que le gouvernement te coupe. Tu fais un certain nombre d'argent, non, tu dois nous redonner ça. Alors, tu n'as pas une option de créer quelque chose, d'inventer ton industrie. Puis, c'est pour ça que, comme je te disais, les plus grands, intelligents, puis tout ça, ils s'en vont. Ils disent, je ne peux plus vivre ici. Ah ouais, exactement. Ils vont ailleurs. Alors, eux, ils ont nos bons main-d'œuvre, nos bons intellectuels. Je suis à ça. Je suis à ça, là, avec C11, puis avec le C17. Ouais, t'es pas le seul. Je suis à ça. Puis je l'ai dit ouvertement. Que là, le député nous appelle de savoir c'est quoi qu'on pense. En fait, c'est moi qui a fallu qu'il appelle. Je dis, ça n'avait pas de bon sens. Puis il voulait savoir pourquoi on pensait que ça n'avait pas de bon sens. D'y expliquer l'idée, c'est non, écoute, non seulement ça va nuire à notre business, je vous avertis, il va y avoir un exil de créateurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de vous autres. Je n'ai même pas d'adresse au Canada. Mon entreprise, c'est une adresse. Je la mets n'importe où. Voyons donc. Je la mets en France, je la mets en France. Je la mets au Liechtenstein, je la mets au Liechtenstein. Va chier. On ne fait pas ça par charité. Puis là, tu es en train de me dire que tu veux je sac mon camp essentiellement. Tu dis, va-t'en! Ton entreprise coquille, que tu as des employés partout, tu n'as pas besoin d'être au Canada. Va-t'en! On va te taxer, on va te créer un environnement législatif dans notre juridiction qui va rendre ça indésirable. Fait que c'est ça qui arrive à m'amener. Puis l'exemple qui me vient en tête, que je suis pas capable d'oublier là-dessus, puis peut-être que c'est cliché, mais je pense à un Ronald Reagan, notamment. C'est arrivé un peu dans cette espèce de mindset-là, qui arrivait après un Carter, un Jimmy Carter, qui était très à gauche aussi, très providentiel, très on va aider le monde, qui avait mis des panneaux solaires à la Maison-Blanche dans les années 70, assez vraiment... Il essayait. Oui. Puis t'arrives un Reagan après qui est comme, on n'a plus d'argent. C'est assez, là. On n'a plus d'argent, on a donné de la place aux entrepreneurs, là, on enlève des règlements. La réglementation, ça fait depuis les années 50, 60 qu'il y avait comme ce mouvement de on réglemente tout depuis les années 50. Le gouvernement qui grossissait sans cesse, Kennedy, les programmes spatiaux, ça avait plus le Vietnam, ça finissait plus. T'en prenais un qui arrivait à un moment donné qui disait OK, c'est pas ça le pays, là. Pas ça qu'on veut faire. Si on continue ça, ça n'aura plus de bon sens de parler aux gens intelligemment puis de leur dire qu'il faut un changement de mindset. Et que là, ben oui, il y a eu des mouvements de politique publique qui ont été assez contestés. Les gens vont dire, il a trop baissé les impôts, Mais dans le sens, ça a changé le mindset. Puis il a ramené, si on veut, le public américain, le mindset des États-Unis à on doit produire nous autres. On doit nous autres compétitionner. Et c'est à travers la compétition, l'innovation, le progrès, la prospérité qu'on est nous, qu'on est les États-Unis, qu'on prend notre place. Puis plus qu'on tue ces affaires-là, plus qu'on se tire dans le pied. Fait que cet esprit-là, ça prend pas grand-chose, je pense, dans la gouvernance, d'un leader qui arrive, que là, guys, on vous ouvre la porte, on va vous encourager. Les entrepreneurs, vous avez des projets, on veut les entendre. Les règlements, il faut que ça soit justifié à cette heure. Puis mais je vois pas ça au Québec. Ce Québec. genre de mindset-là, ça peut être proposé, mais les gens ne voteront pas pour. Tu comprends? Fait que ça te prend un gars qui serait assez convaincant ou une situation qui serait assez catastrophique, un point de non-retour tellement flagrant. On n'est pas déjà là. Bonne question. On pourrait penser, par exemple, à un seigneur, à un Lucien Bouchard, qui a réussi à passer l'équilibre zéro avec un discours sensiblement comme ça, à dire il faut qu'on donne un coup. Il faut qu'on donne un coup, ça va faire mal, ça va pas... mais le monde laisse encore aujourd'hui d'avoir fait ça. Il n'y a pas personne capable de reconnaître sa contribution dans ça. Les gens détestent Lucien Bouchard des années plus tard. Souverainistes le détestent, fédéralistes le détestent. C'est le gars détesté de tous les camps. Ouais, hein? Fait que là, après ça, un premier ministre qui arriverait, qui ferait ça, c'est comme rendre service à la nation rendu là. Ça te prend un gars qui aurait des couilles de le faire puis qui accepte l'idée. Et quel malentendu énorme, en passant. On en parle de Legault. On se serait attendu, avec raison. C'est un malentendu.
on se serait attendu de Legault qui fasse ça. Hmm. Un gars qui arrive du secteur privé. Ouais. De Air Transat of all fucking places. Dans le sens, tu dois-tu être réglementé à gauche et à droite? Tu dois-tu pas te rendre compte de la nature internationale de la business? Tu dois pas te rendre compte qu'il y a d'autres environnements, d'autres juridictions avec des conditions préférables? Il doit être conscient de ça. Puis il en parlait aux Québécois, qu'il fallait changer l'esprit, qu'il fallait arriver avec de l'innovation, qu'il fallait être un peu plus des créateurs au Québec, qu'il fallait mettre... On parlait d'une vallée de la Saint-Laurent, de lancer des usines. Let's go! Il voulait lancer le gaz de schiste un bout, tu sais, c'est indépendamment de la politique publique là-dessus. Là. Il y avait un mindset d'innovation, de développement. Ça a été un malentendu parce qu'on y a cru. Puis là, il arrive là, mais là, on se rend compte, il y a deux théories. Et peut-être que la vérité se trouve à quelque part entre les deux. Soit Legault a beurré très épais par rapport à ses convictions, puis qui finalement était plus flexible que ça, puis bon, il voulait juste habiller un personnage politique. Ou soit deux, l'État est rendu plus fort que n'importe quel homme politique. Puis que t'as beau arriver là avec la conviction profonde que ça n'a aucun sens, qu'il faut démonter ça, que c'est une merde totale, puis que ça nuit aux entrepreneurs, que même quand t'arrives là en le sachant avec l'intention de le faire, t'es pas capable de rien commencer à enlever un bout, là. Et si c'est ça, c'est terrifiant. On est foutu, on Ben peut rien oui, faire. je pense que la réponse doit se trouver à quelque part entre les deux. Probablement que oui, il aimait ça, jouer ce rôle-là, qui est arrivé au gouvernement que c'était plus dur qu'il pensait. Maintenant, est-ce que c'est impossible ou est-ce que ça demande juste un niveau de conviction puis de détermination avec lequel Legault n'est pas prêt d'échanger son capital politique? De dire, je suis pas prêt à prendre la pénalité politique de ce que ça rapporterait pour le Québec. Un Legault, en passant, qui nous disait au début, avant même que son mandat commence, je ferai pas 2 mandats au complet. Moi, je ferais 6 ans, puis après ça, je veux pas que les Québécois se tannent de moi. Je laisserai ma place pendant mon 2e mandat. C'est pas ça. On est tanné. Ouais, il est où, là? C'est ça. C'est ça qui est aussi possible. C'est un malentendu. Fait que moi, c'est ça qui m'inquiète de dire, OK, mettons, là, tu me dis, il y a du monde qui va me dire, c'est du M, mettons du M. Vous pensez que la même affaire va pas arriver? Vous pensez que les syndicats vont pas l'avaler? Vous pensez que l'État va pas l'avaler? Que les sous-ministres vont pas y marcher sur la tête? Vous pensez que... Il y a comme pas de politiciens que j'imagine qu'on pourrait mettre à la tête. Javier Milei, c'est ça que tu veux mettre? On a besoin de Javier Milei. Mais il parle pas ici. français, c'est ça le problème. Prends Trump. C'est un bon exemple de ça. Ouais. Qui est arrivé en l'énonçant puis en disant il y a un deep state, il faut qu'on travaille contre eux autres. Et que ça a pris, j'allais dire 3 ans, ça a pris 4 ans. Apprendre à manier la présidence. Ouais. À savoir juste, t'as peu là. Les Puis- agences de renseignement travaillent contre moi. Ouais, tout le monde travaille. Ça a comme pris 3 ans avant de réaliser que, tu sais, à comprendre the office of the presidency, à dire, OK, le Congrès, il m'écoute jamais. OK, il faut que je passe par-dessus eux autres si je veux réussir de quoi. OK, mettons son mur. Le Congrès, ils ont fait à craire pendant 3 ans qu'elle allait donner son mur. Donne l'argent, ça sera pas long, ça sera pas long. T'es arrivé à la 4e année et t'es prendre l'argent dans le budget de l'armée pour construire le mur. Puis c'était C'est trop comme tard. ça qu'ils l'ont passé, par autorité présidentielle. Fait que, puis j'écoutais une de ses entrevues récentes où quelqu'un lui demandait, dans le cadre de la prochaine campagne présidentielle, est-ce qu'il y a des leçons que vous avez apprises, puis tout ça. Puis c'était un des points qu'il mentionnait, qui disait, je ne perdrai pas autant de temps. Il disait, je vais nommer du monde qui vont être des yes men, je vais nommer du monde essentiellement, nommer du monde qui vont être des vrais acolytes loyaux. Puis là, tu parles d'un Mike Pence qui n'a pas fait tout ce qu'il voulait qu'il fasse jusqu'au bout. Puis là, un Trump 2.0 serait beaucoup plus potent, beaucoup plus habile, beaucoup plus tacticien avec le bureau de la présidence. Puis ça, je te dis, quand on Je parle pense d'un que politicien oui, qui rentre là, mais pour lui, tu sais, ça serait quoi le problème? Comme au Canada, je pense que c'est déjà un peu trop tard. Parce que eux, comme nous, ils ont des problèmes économiques. Lui, quand il a laissé, on va dire, les États-Unis, il n'était pas rentré dans une guerre. Tu sais, c'est juste le COVID qui les a... Ouais. Maintenant, on va dire qu'ils reprennent le pouvoir. Ben là, tu fais partie de 4 guerres. Tu as déjà promis... Tu sais, le Congrès a déjà promis de l'argent pour une autre 10 ans à l'Ukraine. Il y a plein de choses qui se passent au monde avec l'Israël, puis le Gaza, puis tout ça. Écoute, tu dois déjà penser à ça. Ça va prendre tout ton temps. Je pense pas que... Même, tu sais, au Canada, on va dire que Poilievre gagne demain. Je pense pas qu'il peut retourner l'économie comme ça parce qu'on a plein de problèmes. Notre économie est reliée maintenant. C'est vraiment tied avec d'autres pays, avec d'autres guerres, avec d'autres contrats. Ça va prendre des années, puis ça va prendre un changement dans la mentalité de tous les citoyens.
Moi, je suis choqué un peu qu'on est en 2024. On sait tout ce qu'on sait à propos des autres guerres qui viennent d'arriver avant nous. Puis le monde encore ne pense pas à la paix, à la prospérité. Pense pas à ça. C'est nos ennemis, on devrait. Elle pense pas aux enfants qui meurent. Comme tout ce qui se passe maintenant à l'Ukraine, les Russes, les Arméniens, Azerbaïdjan, tout ça, le monde s'en calisse, man. C'est pour ça que ça prendrait presque un point de non-retour tellement flagrant que là, tu fais quoi, là? Faut qu'on change quelque chose. Ça, on peut pas continuer dans cette direction-là, clairement. Maintenant, c'est quoi? C'est une décote du pays? Je pense pas. Les Américains sont fait décoter 2 fois, ça n'a pas rien changé. C'est-tu... Bombe atomique? C'est pas une bombe atomique, parce que nous autres, Non. on est pas mal à l'abri de ça, mais ça prend Puis moi, je suis contre ça. Moi, je suis atomique contre la guerre. économique. Un genre de pandémie, mais pas causée par un facteur extérieur. Vraiment juste un effondrement du marché immobilier, par exemple. Je parlais avec Seigneur, avec un fiscaliste il y a 2 ou 3 jours. Question de devises. Beaucoup de devises. Nous, on travaille en euros et en US. Il faut tout le temps vérifier de savoir où ce que ça en est. Puis lui, il dit là, fais attention, le dollar canadien risque de baisser en valeur considérablement dans les prochains mois. Yep. Si la Caisse Desjardins prévoit 11 baisses de taux d'ici 2025. Pardon? 11? C'est la face que j'ai faite aussi. Elle dit quoi? Il prévoit 11 baisses de taux d'ici 2025. Je dis, ben voyons. C'est quoi, le peso, est-ce Il dit, je comprends rien. Il dit, d'après moi, il voit une poche d'air à quelque part que personne d'autre voit et qui sont sûrs qu'il va exploser. Puis c'est-tu le marché immobilier? C'est-tu l'immobilier commercial? Il y a quelque chose qui va finir par exploser dans ce marché immobilier-là. Ils l'ont vécu en 2007, 2008 avec les Américains, 2005 quasiment, début de la crise des subprimes. Nous autres, on l'a pas eu. Eux autres, ils ont fait paf, écrasé. Nous autres, on continue à monter. Ouais. Fait qu'on serait en théorie dû pour une correction majeure de notre marché immobilier. Ça, à qui ça fait mal? À tout le monde, mon homme. Tout le monde. Les banques. Mon frère me parlait récemment, Caroline, que je trouvais ça bon. Mon frère regarde il vient juste de vendre ses parts dans son entreprise, regardait pour se lancer une nouvelle entreprise ou acheter une maison, voir qu'est-ce qu'elle allait faire avec son capital, là, dire, maintenant, je vais chercher mon prochain move. Et là, tu regardes les différentes possibilités, puis les prêts que les banques vont faire, puis je dis là, mettons, il est comme inquiet. Il dit, mettons, je vais emprunter quelque chose. Puis, mettons, j'emprunte un exemple. Tu empruntes 500-600 000. Tu vas faire ton investissement. Tu achètes quelque chose. Puis là, tu achètes comme au pic du marché immobilier. Et là, dans 3 ans, 2 ans, mettons, Ça tombe. Ça tombe, c'est quoi qui arrive? Ça tombe pas. Pourquoi? C'est la banque qui t'a prêté cet argent-là. La banque, elle est venue chez vous. Elle dit ça. Ça, c'est notre microbrasserie. Ça, c'est notre hôtel. C'est moi. Tu me l'opères en échange d'un frais. C'est pas pareil. C'est à moi tant que tu me l'as pas complètement payé. Tu es mon employé gratis pendant 30 ans. Ouais. Entretiens-les, opère-les, puis fais-moi un paiement. Les autres, ils vont dire ça vaut 700 000. Ça revient dans 3 ans. Ils ne vont pas te dire que non, ça vaut 550. Là. On a perdu de l'argent avec ça. Là. Ils vont en imprimer plus. Puis le dollar va vouloir moins. Puis... C'est ça que je pense va arriver. Fait qu'à un moment donné, là, ça Je aussi, pense c'est un pas autre que point, les là, de dire, prix vont tomber, pourquoi c'est juste prix du logement les valeurs. montent. C'est qui le seul groupe politique, financier, économique, qui le seul au Canada qui aura un avantage à une augmentation perpétuelle des prix du logement, donc, / des prêts hypothécaires? Les banques. Ton plus gros produit, ce que tu vends, c'est un prêt hypothécaire. C'est sûr que toi, ta business, fondamentalement, ça ne peut pas baisser. Jamais. Jamais. C'est ça que je disais. Ouais. Ever. Parce que là, quand ça baisse, c'est des prêts sur 30 ans que tu fais. Là. Non, il faut que ça monte pendant 30 ans. Sans ça, ça ne marche pas, mon affaire. Fait que là, tu me dis, ça commence à baisser, puis là, le monde n'a plus d'argent, fait que là, le monde n'achète plus de maison, puis... Non. Mets-en de l'argent dans le système, mon homme. Envoie-en. Fait que si tu veux connecter les événements les plus traumatiques dans l'histoire de l'humanité avec certains des contextes économiques qui les ont accompagnés, va voir les réserves des banques. Tu vas voir l'argent que les banques, ça c'est public, tu vas voir avec la réserve de Saint-Louis, la fête de Saint-Louis, regardez les banques, combien tu as d'argent, toi, dans tes poches? 25 milliards, toi. Puis ils font le total de combien que les banques américaines ont en liquidité. Puis c'est périodique. Ils ont bien plein de cash. Ils passent. Ils n'ont plus d'argent. Fait que là, c'est quoi qu'ils font? Il faut qu'on prête plus d'argent, il faut qu'on rappelle nos prêts, il faut qu'on trouve un moyen. Fait que si à un moment donné, tout se met à baisser, ils n'ont pas le choix. Tu fais baisser, quand?
Ta maison, elle vaut 800 000. Là, tu me dis, non, elle vaut encore 800 000. À la place, on a fait baisser la valeur du dollar. À la place, ta pièce, mais elle en vaut 90 cents. Fait qu'ils vont encore 800 000. Fait que ça, il a encore fait, puis lui, il va le racheter à 900. Ils peuvent pas se le permettre. Maintenant, va plus loin à savoir qui possède ces institutions-là puis qui a le pouvoir derrière ça. Mais la réalité, c'est que le seul groupe politique qui a un avantage à une augmentation perpétuelle de ça, c'est les banques. C'est les banques qui vont regarder les gens emprunter toujours plus, puis s'endetter avec des plus gros taux d'intérêt. Puis là, on n'est plus capable de te payer. Non, on va rallonger ton terme. On va pas venir saisir ta maison. Mais non, ça fuckerait le marché. Non, on va rallonger ton terme. Ton hypothèque de 30 ans sera du 80 ans. Puis paye-moi juste de l'intérêt à cette heure. Fait que ça, c'est comme le secret de Polichinelle qu'il faut reconnaître, qu'il faut avouer, nommer tout haut pour tout le monde qui réfléchisse à ça. Là. Il y en a des gens qui ont un intérêt à ce que les prix du logement augmentent constamment puis qu'il y ait de l'immigration constamment pour alimenter cette augmentation perpétuelle. Il y a des gens. Et ces gens-là, ça donne qu'ils ont une grosse influence sur le pouvoir politique. Ça donne que ce sont eux qui financent les partis politiques. Ça donne que ce sont eux qui alimentent les médias, qui déterminent c'est quoi le narratif public à beaucoup d'égards. Fait que ça, il faut le reconnaître, qu'il y a des forces avec un pouvoir énorme qui tirent dans cette direction-là, puis qui vont toujours continuer dans cette direction-là. Pourquoi? Les premiers qui s'effoirent quand ça s'effoire, c'est qui? C'est eux autres. Dès que le marché immobilier tombe, Morgan Stanley va s'effondrer, toutes les actions s'effondrent, toutes c'est les banques, les premiers. C'est eux autres qui ont passé l'argent. Quoi qui s'est passé en 2008? Crise des subprimes qui se transforme instantanément en crise financière, qui se transforme en crise mondiale. Ouais. Fait que cette relation-là là, entre les intérêts de l'un et un marché immobilier qui vient détrimentaire, nuisible à tout le monde, à l'économie, au développement, à la cohésion sociale, à la politique, au gouvernement qui essaie de se faire réélire. Tout le monde est comme... Il n'y en a rien qu'un là-dedans. Les banques canadiennes, Ouais. parce que je sais que les lois au Canada sont différentes que les États-Unis pour en ouvrir une banque. Ça marche comment? C'est qui? Il appartient à qui? On en a 6. Là, maintenant 5, je pense. On avait de Big Six, puis là, on en a 2 qui sont en processus de rachat. Je ne sais pas s'ils vont les laisser faire d'ailleurs pour justement garder plus de compétition. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus lousses avec ça, qui vont permettre à n'importe qui, puis son chien, de s'ouvrir une banque. C'est quoi une banque, dans le fond? Une banque, c'est quelqu'un qui t'a... Moi, j'ai 1000$, je t'en prête un 500, il me reste 500, puis tu me redonnes un coût d'intérêt, puis à un moment donné, je compte ma fiche. Voici mon argent, je suis une banque. Au Canada, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ferme que ça. On les voit plus comme quasiment des distributeurs de devises, quasiment comme quelqu'un qui a un impact vraiment dans le marché monétaire. Qu'à un moment donné, si c'est une banque, toi, tu fais un prêt, c'est qui crée de l'argent? C'est pas la Banque centrale du Canada. C'est les banques. Parce qu'eux autres, tu as 100$ dans ton compte. J'ai 100$, mais j'aimerais ça emprunter 1000. Mm-hmm. Ils vont sortir 1000, ils vont te le prêter. Ça vient d'où? Ça vient des comptes des autres. Mais non. Mais là, l'autre, il s'en vient tantôt, puis il va falloir retirer son 100$. Ils vont y donner. C'est ça. Mais eux autres, sur alors, leur ça fiche, vient d'où? Calcul, on va dire la réserve, ben, on a ça en réserve, puis on a ça de prêté, on a ça en circulation. Pour chaque dollar que les banques tiennent, habituellement, ils vont prêter jusqu'à 10$. La même pièce que tu vas déposer, ils vont en prêter 10 fois. Parce qu'ils présument déjà là, ça marche pas. que c'est pas les 10 qui vont venir en même temps pour la retirer. Jusqu'à temps que ça arrive. Jusqu'à temps que ça se produise. Fait que le gouvernement canadien, au Canada, le voit beaucoup plus comme les banques. Faisons attention, on ne veut pas en avoir trop, on ne veut pas qu'ils fassent n'importe quoi, parce que ce sont des créateurs de devises, ce sont des créateurs monétaires. Maintenant, ça c'est un des facteurs. Là, tu peux aussi dire que c'était 6 banques. Hey, on n'en veut pas d'autres, hein? Good. Toi non plus? Good. Vous êtes 6, puis là, vous êtes les 6 à lobbyer pour qu'il en apparaisse une, pour pas qu'il en apparaisse une autre, puis que tu rachètes toutes les succursales de l'un, puis tu t'arranges toujours de... Ouais. Fait qu'il y a ça aussi, qu'à un moment donné, tout a tendance à se consolider. Aux États-Unis, il y a un peu l'esprit de compétition, il y a un peu le fait qu'il y a tellement de monde aussi, les marchés sont beaucoup plus... diverti, c'est... Tu as plus de régions. Je sais pas si tu veux imaginer. Ici, au Canada, tu as 6 grandes banques. Tu as 6 régions financières, si on veut. Là. Tu pourrais comme mettre l'Atlantique, tu pourrais mettre le Québec, l'Ontario après ça, les prairies, puis tu vas dans l'Ouest. That's about it, vraiment. Là. À partir du moment que tu vois ce portrait-là, comparé avec les États-Unis, puis là, tu te rends compte, il y a de la place pour 250 banques. Là.
Tu peux avoir une banque régionale dans la technologie à Silicon Valley, par exemple, qui va faire juste de ça. Tu vas avoir une autre banque qui va faire juste dans le financier à New York, qui va faire juste d'un prépont pour l'immobilier à telle place, qui va avoir des banques régionales que les États-Unis vont voir comme étant des bougeurs de l'économie, qui vont accélérer la vélocité de l'argent. Plus l'argent change de main, mieux c'est. C'est ça, dans le fond, l'économie. L'argent change de main. Tu achètes un char, tu vas payer, exemple, 50 000. Le gouvernement va te taxer là-dessus, 15 Il va aller chercher un 7 500. Good, 7 500 dans les poches du gouvernement. Tu le vends à un autre gars dans 2 ans, 40 000. Le gouvernement ramasse encore son 15 Ça revend dans 3 autres années. Elle ramasse encore son 15 Elle ramasse encore son... Fait que c'est ça la vélocité de l'argent. J'ai une question pour ça. Tu sais, quand tu payes des taxes 2 fois comme ça, par exemple, les taxes étaient déjà payées sur une auto. Après, toi, tu le revends, quelqu'un d'autre paye les taxes qui étaient déjà payées sur... C'est pas un peu bizarre, ça, qu'ils ont le droit de faire ça? C'est vélocité de l'argent, c'est ça. C'est qu'à chaque c'est la transaction qui est taxée, c'est pas le produit. C'est-à-dire, vous avez vendu quelque chose, toi, tu as touché un revenu. C'est pas un peu les tactiques de mafia, ça? Écoute, qu'est-ce qu'on a eu cette discussion-là l'autre fois? Faisons l'amalgame entre une mafia puis un gouvernement. Tu as un territoire donné, un gang, un gouvernement, tu as un territoire. S'il y a quelqu'un qui rentre sur ton territoire, tu vas rentrer en guerre avec lui. Ton territoire, c'est quoi que tu contrôles? L'activité économique. Les gangs de rue, ça va être le trafic de drogue. Là, c'est le trafic économique. C'est-à-dire, tu veux vendre un char? Donne ma cote. Sans ça, je t'envoie mon gars. Tu veux acheter un char? Donne ma cote. Sans ça, je t'envoie mon gars. Vendre ta maison? Je t'envoie mon gars. Tu veux rouler sa route? Paye-moi ma cote, je t'envoie mon gars. Ouais. Tu veux te marier? Paye-moi ma cote, je t'envoie mon gars. Tu veux... Il n'y a pas de... C'est un territoire que toutes les activités sont régies par un groupe. Maintenant, c'est pas un groupe mafieux, nous autres, là, il est. Mais en pratique, c'est un territoire sur lequel tu taxes toute l'activité dans certains secteurs. Toi, c'est l'économie. Eux autres, c'est le trafic de drogue. Puis eux autres, c'est le trafic humain. Puis c'est ces affaires-là. Es-tu au courant de ce qui se passe maintenant avec les gangs de rue, les Québec, Hells? Ouais, ça brasse en maudit. Ouais, ben c'est essentiellement, c'est super simple à comprendre. Les Hells contrôlaient le trafic de drogue, essentiellement à Québec, mais aussi un peu à grandeur du Québec, distribué par les gangs de rue. Les gangs travaillaient avec les Hells, puis un peu, on allait distribuer tout ça. Puis là, c'est que tu as des vendeurs indépendants à Québec qui décident de ne plus vouloir payer la cote. Ça, c'est des membres des gangs de rue? Plus affiliés avec les gangs de rue, ouais, typiquement, qui étaient impliqués dans la distribution, qui font comme réaliser, non, on est à Québec, nous autres. Envoyez-moi ton gars, va chier, là. C'est moi qui contrôle le marché, c'est moi qui fais la vente, c'est moi qui connais les clients, puis gars, je vais te le chercher une fois par mois. Fuck you. Jusqu'à ce que you enforce it. Puis justement, à Montréal, ils ont compris que là, c'est ça, si tu n'enforces pas ce système-là, il n'y a rien qui les empêche à Québec là, de ne pas te payer de cote. Là. C'est quoi qui t'empêche de ne pas payer tes taxes? C'est que le gars va venir, c'est qu'ils vont saisir tes meubles, c'est qu'ils vont venir bloquer tes comptes, c'est qu'ils vont... Sinon, c'était pas de contrepartie. Fait qu'eux autres ont comme gamblé à Québec en se disant « rien faire, ça fait 20 ans, c'est correct, il n'y a pas de problème. » Ça a pris 2 secondes qu'ils ont dit « Non, écoute, on tient au territoire de la ville de Québec, il n'est pas question que ce soit des petits cailles qui vont justement commencer à distribuer. » Fait qu'il y a eu ce retour de flamme, là, littéralement, là, des Hells qui ont comme voulu passer le message à dire « Hey, mon homme, on tient à notre cote, puis c'est notre territoire, puis c'est pas de même que ça se passe. C'est pas toi qui détermine quand est-ce que tu payes plus, puis quand est-ce que... Eux autres, c'est un peu leur monopole qui est en question. Si lui réussit son move à Québec, check ce qui va se passer à Montréal, mon homme. Ouais. C'est ça aussi. Là, Québec, c'est un peu l'échantillon de ce qui pourrait se produire à Montréal assez rapidement. Ça t'en prend rien qu'un qui décide que moi, je contrôle Rosemont, puis fuck you, je te paye pas. Puis je me suis mis avec l'autre gars dans Hochelag, il te paye pas non plus. Puis le gars dans Griffintown, on s'est tout parlé, on te paye plus. OK? Alors, c'est ça. Une guerre de gang, une guerre de rue. Puis là, le monde, il porte pas attention à ça beaucoup, je te dirais. Puis là, les Hells ont tué quelqu'un? Ils ont torturé, tué. J'ai entendu parler qu'un Hells s'est fait tuer dans une émondeuse à Québec. Ils ont été cherchés. Ils ont pris le cadavre à Montréal, l'ont mis dans un char, l'ont descendu pour le passer dans une émondeuse à Québec pour lancer le signal. Oh shit. Ça devient un peu élevé. Nous autres, on porte comme pas attention à ça. On vient pas se milieu. Mais ça n'a rien à faire avec nous. C'est ça. Fait que là, tu regardes, puis tu vois comme qui se tue entre eux autres. Puis tout le monde à qui j'en parle sont comme... Calice, c'est ce que je te dis. Puis... Moi, je suis juste curieux. Je riais avec mon frère. Je devrais pas dire ça, là. Mais mon frère m'a envoyé des articles. Là. Il était comme, 23 arrestations hier. Là, il arrive à 10 polices d'un bar, puis ils font comme lancer des signaux. Et je dis ça, je suis comme... Fait que là, laisse-moi...
Là, les gangs puis les Hells se tuent puis on veut les empêcher. Mais tu sais Là, pourquoi? j'étais comme, Non, mais répétez tu sais... ça tranquillement. Ça, c'est drôle, mais je sais pourquoi, parce qu'ils veulent pas... Arrêtez, là! On veut que vous restiez vivants! Ah, Arrêtez! c'est parce que je pense qu'ils veulent pas une autre Ils veulent pas que ça situation. dégénère, Ouais, c'est puis ça. un enfant se fait tuer. Mais Mais ça donne une idée de c'est ça. Quand t'en parles avec le commun des mortels, ils sont comme... Je te dis, ils se tueront, puis c'est tout. Là. Puis les interventions policières, c'est ça. C'est comme pour garder le contrôle, je pense. De comme ça, hey guys, ça fait journaux votre affaire. puis là, le tu sais. mafia, maintenant, ils rentrent où, là-dedans? Ils sont avec les Hells, plus? Ouais, de ce que je comprends, c'est ça. Mafia, Hells Gang. Hells Gang serait un peu plus affilié dans la distribution, mais encore là, moi, Mais je maintenant, connais rien à ce c'est milieu-là. les gangs qui Je sais vont à peu contre près les le Hells. geste du conflit, Ouais, qu'il y a un ouais. distributeur, qu'il paye plus sa cote. C'est-tu les Hells qui distribuent ou c'est les gangs ou c'est-tu les deux ensemble? Je sais plus, mais je sais que la mafia, c'est ça qui était elle qui était censée gérer tout ça. Puis là, la mafia se retrouve un peu sidelinée. Mais les acteurs, qui est quoi, puis c'est qui le gentil, puis c'est qui le méchant, comme je te dis, moi, je le vois comme tout le monde de l'extérieur en regardant ça. Puis bon, 12 autres, ça, je te dis. Ouais. Puis ça, il y a de quoi de pas pire avec ça. L'autre fois, j'en parlais avec mon père aussi, j'ai un char qui fait un peu de bruit. Pas tout le temps, je sais t'ouvres la valve, mais ça arrive que ça se pourrait que ça pétasse un peu. Puis l'autre fois, j'étais à Québec, puis vraiment dans les limites de vitesse. Là. J'ai un permis, j'ai un nouveau permis, j'ai 4 points sur mon permis. Faut que je chauffe comme j'ai un cadavre dans le char. Inquiétez-vous pas, je fais pas de vitesse. It's just a very loud car. Fait que j'arrive, il décompresse, dans comme 2-3 coups de vitesse. Police en arrière de moi qui flash, tout. Je savais, j'étais comme dans la limite de vitesse, même pas. Je suis avec les... Allume ses flashs pendant comme 3 secondes, puis même suis avec les projecteurs en arrière pendant peut-être 2-3 kilomètres. Puis là, tout le long, j'étais comme, c'est qu'ils sont tannants. Voyons, c'est par quoi? Parce que t'as trouvé le char trop bruit. Le char, il est stock. C'est un AMG. Je dis, il sonne de même, ça, je te dis. Là, j'étais comme, Puis après ça, je me disais, dans le fond, je suis content qu'il fasse ça. Content en asto, là. Que là, il est jeudi soir, il est genre 10 h. J'étais à Québec, proche du centre-ville. T'entends un char qui. Va donc voir c'est qui ce cabochon-là. Puis va donc voir, va lire la plaque, voir c'est qui. Puis là, j'ai comme, c'est quoi le premier signe des villes qui perdent le contrôle? C'est quand tu fais ça devant une police, puis t'en regardes, puis tu laisses passer. Intéressant. Puis là, matin, je passais en avant des parcs, puis le monde est couché tout croche, puis les déchets dans la rue. Les policiers regardent le monde se shooter. Tu parles de Montréal? Ben oui. Fait que là, c'est ça, je disais qu'à un moment donné, j'étais peut-être content aussi de voir ce niveau de pushback-là de l'autorité. Là. D'avoir que moi, je l'ai subi, puis j'étais comme, ouais, mais ça a été quelqu'un d'autre, j'aurais été content. Puis je trouve qu'ils ont fait une belle job, une chance, qu'ils ont allumé des flashs, puis ils venaient, hey, calme tes nerfs, Colin. Quoi tu fais là? Mais ils t'ont pas Rien? parlé. Good. Non, ils n'ont pas parlé. Juste dit comme, checker. Ils ont les checké plaques. ses plaques, c'est pas Juste allumé volé. pour ouais. dire que c'est moi qui regardais. Checké, reparti sur le prochain, puis on fait leurs affaires. Mais c'est ça. Je me disais, c'est une gang de tannants. Jusqu'à temps que je me remette en question. Moi. Oh, ils font leur job. Ils font leur job, je suis content qu'ils le fassent. Parce que c'est ça. C'est quoi le premier signe? C'est que là, t'as le policier qui les chars, ça s'énerve, puis ça passe en avant de la police, ça saute des rouges, ça fait des U-turns, le monde, ça s'énerve, Mais les policiers vont les regarder en disant, c'est ce qu'on fasse. C'est ce que je fasse. On va aller le voir, on va les porter, là, ils vont rentrer, ils vont la libérer dans 2 minutes, puis là, c'est quand que t'as l'abandon policier, là, c'est le premier signe, c'est terminé, mon homme. Là. Quand les policiers, eux-mêmes, reconnaissent que non, si, on n'est pas une force suffisante pour tenir les cordes après ce cheval-là. Là. Oublie ça, il est parti, puis il va nous arracher les bras. Là. Fait que quand les policiers voient ça, ils sont comme, gars, je rentre mon chiffre le matin, je sors à 5 h, puis je suis content, je suis vivant. Content d'être rentré, sorti, that's it. Ils s'arrangeront avec le marde, je fais pas d'over, je vais pas me les mettre dans danger pour eux autres, c'est pas vrai. Quand ça commence, mon homme, check ta ville. Ben, le contre de ça, t'as-tu vu qu'est-ce qui est arrivé à El Salvador? Ouais, ben oui, hey, c'est bol. Ça, c'est comme, tu sais, qu'est-ce que je vois de ça? C'est que ton pays va avoir le niveau de crime que tu acceptes. Ouais. Qu'est-ce que tu tolères? Ouais. Qu'est-ce que Tu tolères quoi? Lui, il a dit, écoute, c'est plus acceptable. 0, c'est le niveau qu'on veut atteindre, puis il a fait ça. C'est extrême, mais il avait besoin de ça. Mon petit frère, hier, on passait en face on était sur Crescent, il va à un salon érotique. Je pensais qu'il se cachait plus que ça. Non, ils sont partout. Ben, je suis non, gars, c'est toléré. Un peu comme les boutiques de weed, les TEV, là, 451, juste un peu avant la légalisation. Illégal, mais toléré. C'est ça qui arrive aussi avec beaucoup de policiers qui vont passer. Puis les autres sont 3, là, puis il y en a 2 qui sont en train de shooter dans le bras, puis il y en a un 3e qui est en train de quêter la madame. Puis illégal, mais toléré.
Écoute, j'aime pas que tu viens ici pour talk shit sur Vancouver. J'ai passé un bon gars hier. C'était bon. Je vais te le donner. Prochain show que tu fais à Québec, je m'en souviens. C'est quoi? Parlais d'un village, je sais pas quoi, je disais, hey, c'est vraiment un beau village, cette place-là, on sait le plus beau. Ah, il y a quelqu'un qui parlait à Ludivine Redding, qui avait été à Kamouraska, ou quelque chose de même, qui avait dit, c'est le plus beau village au Québec, c'est blablabla. Elle disait, la deuxième, c'est Chicoutimi. Là, je riais. Tu sais, clairement, elle voulait pas dire le deuxième plus beau village. Puis comme, ça serait bon, quelqu'un qui arrive à Québec, tu sais, moi, mon plus beau village, c'est telle place. Le deuxième, c'est Québec. Moi, je suis à Québec, j'ai mon show. En passant, dis-moi si tu veux venir. Je vais te mettre sur ma guest list. Tu peux venir me voir à Québec. Oui. Ouais. Je pense en mai. Good. Le 3 mai, je pense que je suis à Québec. J'ai mon show au Ninkasi. Ça va être fun. Plaisir. Ouais, c'est une belle place, Anne-Quasi. Ben, écoute, Benj, on a parlé beaucoup. On va parler après le podcast aussi. On a d'autres choses à discuter. Mais merci encore une fois d'être venu. T'es fucking incroyable. Merci de m'avoir invité. T'as toujours quelque chose d'intéressant à discuter. J'aime ça. T'es quelqu'un qui pense beaucoup. T'es bien éduqué. J'adore ça. C'est beaucoup de fun de parler avec toi. Pareillement, vraiment. Puis, j'espère qu'en discutant, peut-être on va trouver un moyen de faire ce qu'on veut, tu sais, d'avoir une industrie au Québec fort ensemble un peu. Ça arrive c'est à faisable. point. Ça arrive à point. On va s'en parler, là, mais ça arrive à point. Je pense qu'il y a un timing solide, puis l'univers fait bien les choses. Puis, si par hasard quelqu'un n'était pas au courant de qu'est-ce que tu fais, 7 jours sur Terre et tout ça, tous les liens sont déjà dans la description. Allez le suivre, allez écouter tous ces épisodes. Merci. Merci à toi. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critically ashamed.